la bienvenue au nom d'Adista. Pour les personnes que je ne connais pas, alors je crois que j'ai salué beaucoup de monde parce que je faisais l'accueil, enfin. Laurent Delay, je suis le responsable commercial des équipes rencontres sur l'Île-de-France pour Adista. J'ai le plaisir et le privilège de représenter les équipes commerciales d'Adista. On a voulu, l'endroit s'y prête, favoriser l'accueil de nos clients et, voilà, donc, et vous accueillir dans ce lieu chez Unique, chez nos cousins du groupe. Voilà, donc merci à vous malgré la météo, pour ceux qui sont venus en voiture, j'imagine la circulation. Merci donc de votre présence. On va parler d'intelligence artificielle. Je suis sûr que vous êtes venus pour ça, donc c'est mieux. Donc, nos équipes de consultants et Michel, voilà, on a une intervention qui dure à peu près 1h30. N'hésitez pas à interrompre, à poser vos questions. On pourra, de toute façon, il ne s'arrête pas que le temps que le soleil ne revient pas et qu'on ne voit pas bien le Sacré-Cœur. Parce que quelques-uns d'entre vous que j'avais eu au téléphone, à qui j'ai vendu la vue du Sacré-Cœur. Mais bon, voilà, on le voit quand même. Voilà. Donc, voilà, on a voulu un format et je salue également, alors je ne l'ai pas fait, pardon, il y a quelques personnes qui sont connectées en webinaire, je les salue également. Voilà, on a voulu voilà, privilégier un format où on a limité un petit peu le nombre de présents pour que ce soit le plus interactif possible. On renouvellera si on a d'autres demandes pour le refaire. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nos équipes. Et puis, bien sûr, à l'issue de la présentation, etc., on pourra partager un cocktail, quelque chose qui s'organise derrière, voilà, pour répondre à vos questions et partager avec vous. Merci encore d'être venu à notre rencontre. Et puis, je laisse Michel et nos équipes partager avec vous. Merci Laurent. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette matinée où on va parler effectivement d'intelligence artificielle. Mais pour commencer, je vais vous partager un petit peu. Et je vais vous soumettre un petit sondage. Donc, il faudrait aller à partir de votre smartphone, par exemple, sur mybicast.com. Vous voyez cette adresse my.bicast.com. Vous rentrez le code de session 90 99 20. Et donc, nos amis qui sont à distance, on commence à répondre, et j'invite ceux qui sont connectés à distance à participer également à ce sondage. Normalement, les informations ont été communiquées dans le fil de discussion, mais vous voyez les mêmes éléments à l'écran. Pour les personnes à distance, n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions dans le chat. On a un modérateur qui pourra nous interpeller et poser des questions en direct. Effectivement, le format est convivial. On n'est pas dans une conférence, dans un amphithéâtre, etc. Donc, je vous invite vraiment à poser des questions au fur et à mesure. En général, il y en a pas mal. On va essayer de faire quelque chose d'assez interactif. Donc, la première question qu'on vous pose dans ce sondage, il y a deux questions. Deux questions. C'est un petit peu pour nous comprendre, un petit peu juger un peu le niveau de connaissance qui est le vôtre par rapport aux solutions qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, utilisez-vous des IA génératives? Voilà. Non, jamais. Oui, j'ai déjà essayé par curiosité. Je l'utilise régulièrement sans avoir le réflexe systématique. Je ne peux plus m'en passer. On a quand même un accro. Deux accros. Ça bouge encore. Des noms, je veux des noms. Ok. Intéressant. C'est à peu près. C'est un sujet qui suscite énormément de curiosité, énormément d'intérêt en ce moment. On fait des événements comme celui-ci très régulièrement. On se déplace un peu partout dans nos agences en France. À chaque fois, il y a vraiment beaucoup de monde. On a beaucoup de sollicitations. Même quand on fait des webinaires à distance, il y a énormément de personnes qui se connectent. On est à peu près toujours dans le. Je pense toujours à faire ce petit sondage pour prendre la température. On est toujours à peu près dans ce ordre de grandeur, en sachant qu'on a commencé à faire taille à peu près un petit peu avant, en novembre. On était plutôt vers non jamais, et oui, j'ai déjà essayé par curiosité novembre-décembre.
Et là, depuis quelques mois, ça commence à évoluer vers le bas, vers les réponses du banc. La deuxième question, comment on fait pour y accéder ici? Voilà. Deuxième question. Si vous êtes utilisateur, utilisatrice, quel est l'outil ou quels sont les outils que vous utilisez régulièrement? Là aussi, on est. Voilà. Alors, Copilot, au début, personne ne connaissait. Ah non, ça change quand même beaucoup. Et beaucoup d'utilisateurs de ChatGPT. Alors, ceux qui ont répondu autres, par curiosité, oui. Le chat, pour commenter des élèves dessus. Par Bing Chat? Ah, ok. D'accord, ok. Ouais, donc déjà, bon niveau de. Ok. ChatGPT, ok. Et ceux qui n'utilisent pas Copilot, vous connaissez Copilot déjà ou pas? Pas du tout. Okay. Juste, alors, la question n'est pas dans le sondage. Combien d'entre vous sont utilisateurs de Microsoft 365? Ouais, quasi 100%. 95-80%. Quoi. Ok. Eh bien, merci d'avoir joué le jeu. On y va. Donc, effectivement, aujourd'hui, notre propos, ça sera de vous parler de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, comme je le disais en introduction, on en mange à toutes les sauces. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une breaking news avec une intelligence artificielle qui a dépassé ChatGPT ou qui est supposée la dépasser. Bref, tout le monde y va un peu de sa propre solution. Il y a énormément d'investissements, il y a énormément de battage dans les médias. Il y a beaucoup de questions philosophiques aussi, forcément, pour ou contre. Est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux? Alors, bien entendu, ça ne sera pas notre propos aujourd'hui. On va écarter ce sujet-là, même s'il est bien présent. C'est pas notre propos aujourd'hui. Nous, on fait le pari que l'intelligence artificielle, c'est un bénéfice pour l'entreprise, que ça va changer fondamentalement, comment dire, l'économie, la façon de travailler, et donc il y a une révolution qui est en marche. Et donc, on fait vraiment ce pari de se dire que l'intelligence artificielle, elle est au service de vos entreprises et qu'il va falloir s'organiser pour approprier, accepter et pardon. Je reprends mon souffle, excusez-moi. Il va falloir s'organiser pour lancer et adopter ces technologies. On y va. Donc, moi, je suis Michel Horry, je suis directeur des activités de conseil en transformation numérique chez Adista. Je serai accompagné par un philosophe aujourd'hui, qui va m'accompagner dans les démonstrations. Alors, ça sera une présentation qui sera très peu. On va faire quelques slides de consultants, forcément, comme on dit dans le jargon de bullshit. Hein. Mais je vous promets qu'il y en aura très peu. Voilà. On va vraiment faire quelque chose de très pratico-pratique. On va essayer de vous montrer un petit peu la possibilité de tout ce que vous pouvez faire dès à présent avec ces solutions, avec ces technologies. Vous allez voir que vous avez déjà accès à beaucoup de choses sans payer davantage, puisque la plupart d'entre vous sont utilisateurs de Microsoft 365, de ce que j'ai compris. Donc, on va vous montrer un petit peu que dès à présent, sans payer de licence supplémentaire, vous allez pouvoir faire énormément de choses et que ce sera peut-être un passage un peu nécessaire pour commencer à toucher du bout des doigts ce que ces technos vont pouvoir apporter et révolutionner en profondeur dans vos organisations. Et puis ensuite, on verra effectivement qu'il y a des solutions qui sont disponibles chez Microsoft, Copilot pour Microsoft 365 notamment. On fera quelques petites démos pour vous montrer un petit peu ce que ces outils ouvrent comme perspective. Et nous expliquerons aussi voilà, tout le chemin initiatique, finalement, tout le parcours qu'il va falloir effectuer pour déployer ces technologies. On ne parle pas d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau logiciel qu'on va déployer. Voilà, c'est pas un nouvel Excel, c'est pas un nouveau PowerPoint, c'est pas une nouvelle application métier. On n'est pas du tout dans ce registre-là. On est dans quelque chose qui, fondamentalement, en tout cas, c'est la promesse, hein, c'est ce que beaucoup d'experts annoncent, c'est une technologie qui va révolutionner la façon de travailler. Donc, on verra que la promesse, elle est phénoménale. Certains experts, alors, on en reparle dans 10 ans, hein, quand on aura un peu de recul par rapport à ça, mais nous annoncent peut-être quelque chose d'équivalent à une révolution industrielle, finalement, quelque chose d'équivalent à l'arrivée de l'électricité, hein, ni plus ni moins. Bon, là, encore une fois, on s'en reparle dans 10 ans, et puis on verra si ça a été le cas ou pas. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, si vous voulez.
Et donc, pour déployer ces technologies-là, eh bien, il va falloir fondamentalement changer sa façon de travailler, changer les usages, préparer en tout cas ces systèmes d'information, ces données, préparer les collaborateurs, parce qu'il n'y a rien d'évident. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de nos clients, peut-être certains d'entre vous déjà, nous ont sollicité pour on voudrait Copilot pour M365, donnez-nous une ou deux licences pour tester. Eh bien, en général, nous, le conseil qu'on fait, après, bien sûr, le client est roi et son choix sera au final. Hein. Mais nous, notre conseil, c'est de dire, attendez, posons-nous et regardons un petit peu comment déployer ça, parce qu'en fait, procéder de la sorte, acheter 2 licences ou 3 licences pour faire tester le service informatique, c'est souvent le cas. Hein. En fait, ça va être la plus mauvaise façon de tester la solution. Ça sera extrêmement déceptif. Parce que derrière, il va vraiment falloir préparer les données, il va falloir préparer les utilisateurs à bien utiliser, à bien maîtriser ces technologies-là pour en tirer un bénéfice. Parce que vous allez payer 30 € par mois cette licence. Vous allez dire, mais OK, pour que c'est du sens, il faudra peut-être que je la déploie au-delà des 2-3 personnes, il faudra que je la déploie peut-être à toute l'organisation, une partie de l'organisation, mais ça va coûter un bras. Mais c'est quoi l'intérêt, quoi? Donc, effectivement, si vous abordez le sujet comme ça, très rapidement, vous allez baisser pavillon et vous allez dire aucun intérêt. Donc, vous allez voir, tout au fil de la présentation, on va vous montrer un petit peu tout le parcours qu'il va falloir mener pour déployer et tirer le bénéfice de ces solutions. Je vous propose, juste avant de rentrer, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, de faire des démos, hein, ce sera vraiment le cœur de la présentation. On revient très rapidement, une petite prise de recul sur comment on en est arrivé là. Vous l'avez compris, on vous parlera essentiellement d'IA de Microsoft. Peut-être aussi un petit aparté là-dessus, pourquoi Microsoft, donc Adista et opérateur Tier 1, CSP Tier 1 Microsoft, comme on dit. Donc, on est distributeur, revendeur de licences Microsoft. Je ne sais pas si les personnes présentes qui utilisent Microsoft 365 achètent leur licence au travers d'Adista, mais c'est un service que nous fournissons effectivement à nos clients. Donc, effectivement, notre pertinence, notre légitimité, pourquoi Adista vient parler d'intelligence artificielle en tant qu'opérateur hébergeur? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes opérateurs et fournisseurs de licences Microsoft. Donc, Christopher, mon équipe et moi-même accompagnons nos clients dans le déploiement, dans l'adoption de ces outils Microsoft et de leur transformation numérique au travers de Microsoft. Et puis, on finira par quelques conseils, une feuille de route quelque part, les étapes critiques à bien prendre en considération avant de déployer ces IA génératives. Allez, c'est parti. N'hésitez pas, encore une fois, à m'interrompre, à poser vos questions au fur et à mesure. Petite prise de recul avant d'entrer dans le vif du sujet. On parle d'une transition fulgurante. Il y a 30 ans en arrière, certains d'entre vous, moi j'ai commencé ma carrière dans les années 95-96, on va dire. C'était le début d'Internet qui arrivait dans les entreprises, qui arrivait dans le grand public. Donc, c'est pas si vieux que ça, j'ai envie de dire, me rassurer en tout cas. Et donc, très rapidement, il y a 30 ans en arrière, avec Internet, on était à peu près au même niveau que ce qu'on est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il y avait beaucoup de curiosité, tout le monde voulait son site web, donc c'était l'époque des emplois jeunes, tout le monde récupérait un emploi jeune pour faire financer un site web pas cher. Bon, aujourd'hui, on prendra des alternants, il n'y a plus d'emplois jeunes, on prend des alternants. Bref, on est à peu près au même niveau d'avancement, si on peut créer un peu un parallèle, une analogie. Mais tout va extrêmement vite. Alors, entre-temps, quand même, Internet est devenu autre chose que des sites web vitrines. Hein. Il y a le commerce électronique qui est arrivé très rapidement dans les années 2000, avec beaucoup de nouveaux entrants, des startups à l'époque. Hein, rappelez-vous, Amazon, Uber, c'était que Airbnb, par exemple. C'était ni plus ni moins que des startups. Et puis, donc, ils se sont appropriés ces technologies pour repenser un modèle économique sur des activités complètement basiques, complètement traditionnelles, standards, hein, et ont révolutionné finalement la façon de commercer, la façon d'accéder, de donner accès aux services aux clients, de créer la relation avec le client, de pouvoir consommer n'importe quand, n'importe où. Et donc, ils ont bouleversé l'économie, finalement,
des acteurs présents. Ils ont disrupté, comme on dit. Hein. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la transformation numérique. Hein. Alors, une fois que ces acteurs étaient arrivés et avaient un peu redistribué la façon de faire, bah forcément, les autres ils vont emboîter le pas et il ne faut pas qu'on reste sur place parce qu'on va se faire... c'est une question de survie, quoi, finalement. Donc, on a parlé de la transformation numérique des entreprises. Beaucoup d'entre nous sont encore à ce stade aujourd'hui il faut qu'on se fasse notre transformation numérique. Avec Christopher, c'est notre métier. On accompagne tous les jours au quotidien nos clients dans leur transformation numérique. Alors, c'est un bien grand mot, hein, mais derrière, il y a des choses extrêmement concrètes. Hein. Typiquement, migrer vers un cloud public comme Microsoft 365, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est une transformation numérique. On parle de cette transformation numérique depuis une dizaine d'années. On n'a pas fini encore cette transformation numérique. Et là, aujourd'hui, on nous parle de la transformation par l'IA. Parce qu'il y a cette IA qui arrive et qui va tout révolutionner. Donc, on n'a encore pas fini la transformation numérique. Il va falloir accélérer très vite pour pouvoir aller sur la partie IA. Bon, vous verrez peut-être qu'à la fin de la présentation, vous comprendrez que si vous n'avez pas fait de transformation numérique, celle-ci, elle va être extrêmement douloureuse. Donc, il y a quand même, c'est un passage, j'ai envie de dire, c'est presque un passage obligé pour pouvoir vraiment tirer un bénéfice de ces technologies-là. Quand je dis que ça peut être douloureux, ça veut dire qu'il faut vraiment que vos données soient structurées et soient prêtes, que vous ayez vraiment une politique, une réflexion sur les données de votre entreprise, donc sur vos systèmes d'information, hein, quelles que soient les bases de données, finalement, qu'elles soient structurées ou non structurées. Donc, il faut vraiment penser vos modèles de données et puis ensuite préparer les utilisateurs à travailler d'une nouvelle façon. Quelque part, c'est la transformation numérique qui va déborder sur la partie. J'ai presque fini la partie consultant. J'ai 2 slides de bullshit. Juste encore. Aujourd'hui, on parle d'IA générative, mais l'IA générative, en fait, l'IA, on en parle depuis 10 ans réellement. On a parlé de deep learning, de machine learning. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé sur ce qu'est le deep learning, le machine learning, ça sera un peu long, je ne suis pas forcément qualifié pour. En gros, c'est la capacité que l'on donne à des machines à tendre à imiter des comportements humains. Des comportements, donc des facultés humaines, donc analyser des données, avoir la capacité de reconnaissance visuelle, de reconnaissance vocale, de pouvoir s'exprimer par la voix, de pouvoir rédiger et comprendre du texte. Tout ça, c'est des modèles qui existent depuis une dizaine d'années, qui sont à la portée d'un certain nombre d'entreprises depuis quelques années déjà, et qui sont mis à disposition des consommateurs depuis quelques années quand même. Vous avez des applications qui appellent l'IA au quotidien. La reconnaissance faciale de votre smartphone, c'est l'IA. On a appris à une machine à reconnaître des images et à savoir faire le tri dedans. Je ne sais pas si vous avez ce type d'application. Nous, chez Adista, on a une application pour les notes de frais. Je prends photo ma petite facturette en sortant du restaurant. Automatiquement, l'application alimentée par l'IA va aller récupérer toutes les informations qu'elle va trouver sur le ticket pour les distribuer directement dans une base de données et automatiser derrière un processus finalement qui avait une faible valeur ajoutée, qui embêtait pas mal de monde dans l'entreprise. Ça, c'est possible grâce à l'IA. Et typiquement, on est dans la transformation numérique. On a pris un processus à faible valeur ajoutée qui embête beaucoup de monde. Les notes de frais, on l'a complètement digitalisé, transformé, on l'a automatisé. Donc ça, tiens donc. Est-ce qu'on m'entend toujours à distance? Excusez-moi. Oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. Bon, je ne sais pas, j'ai un truc qui s'est déconnecté, je ne sais pas ce que c'est pas grave, excusez-moi. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je racontais? Ouais, l'IA. Donc, on utilise de l'IA très régulièrement. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que cette IA, finalement, il y a des barrières, cette old IA, comme certains disent aujourd'hui, il y a des barrières à l'entrée qui sont assez importantes parce que c'est une IA qui est extrêmement techno. Elle nécessite des experts pour pouvoir la mettre en œuvre. Il faut entraîner des modèles de données, il faut avoir des données propres, il faut intégrer tout ça dans des applications. Donc, il nous faut des data scientists, il nous faut des data analysts, il nous faut des ingénieurs, développeurs qui vont créer les applications autour de tout ça. Donc, c'était une IA qui était soit réservée pour les experts, finalement, pour les boîtes d'édition, pour les multinationales, pour les grandes entreprises ou pour les startups.
Ce qui change la donne, clairement aujourd'hui, c'est que on a ce qu'on appelle donc l'IA générative qui arrive. Donc IA générative, par le symbole ultime de l'IA générative, ça reste quand même ChatGPT, même s'il y a Stéphane nous en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres solutions. Mais ChatGPT arrive en novembre 2022, donc c'est tout récent. Et donc, redistribue totalement la donne. Plus besoin de data scientists, plus besoin de développeurs capables de coder des lignes de code. N'importe qui sait se servir d'un navigateur, d'un clavier, va pouvoir interagir avec une machine et lui poser des questions, lui faire générer du texte, lui faire générer du code, lui faire générer de la voix, de ce que vous voulez, en fait, n'importe quel média, de la vidéo, des images, etc. Donc, ça change radicalement la donne et on verra que on peut aller beaucoup plus loin que la simple utilisation d'un chat GPT, que d'après ce que je comprends au travers du rapide sondage qu'on a fait en préambule, en introduction, chacun d'entre vous a déjà un petit peu testé, a déjà plus ou moins joué avec ChatGPT. Vous allez voir qu'on va pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin en profondeur et intégrer cette technologie au sein de votre organisation, au sein de vos données, pour pouvoir, c'est la promesse, venir optimiser votre productivité, renforcer votre créativité, finalement un peu révolutionner votre façon de travailler. Donc ça change la donne et ça s'est fait de manière assez radicale et phénoménale. Christopher, je te laisse. Oui, effectivement, l'IA générative, c'est un marché en pleine expansion. Qui dit marché en pleine expansion dit record. Donc là, on voit sur ce schéma que ChatGPT a battu le record de la technologie qui a atteint les 100 millions d'utilisateurs actifs le plus rapidement. Donc ChatGPT l'a fait en 2 mois, là où Uber, dont tu parlais tout à l'heure, Michel, l'a fait en 70 mois. Les records étant faits pour être battus, dernièrement, il y a l'application Threads qui a battu ce record. Eux, ils l'ont fait en 5 jours. Donc peut-être qu'un jour, on aura une techno qui le fera en moins de 5 jours. Mais pour dire que ça va très vite. Donc on a quand même un taux de croissance annuel moyen prévu jusqu'en 2027 de 80% pour un chiffre d'affaires global de 100 milliards de dollars. Des chiffres qui vont même évoluer vers le haut. Les derniers articles ont plutôt tendance à aller vers le haut et Microsoft pousse encore plus aussi. Mais bon, c'est un bon indicateur qui montre que voilà, c'est un marché en pleine expansion, il y a du monde. Et on le voit là, voilà, c'est un petit aperçu des quelques acteurs du marché de l'IA générative. Donc vous voyez, il y a des zones en bleu là-bas, c'est plutôt ce qui est la génération de texte. On va avoir de la génération de code, la génération de voix. Bon, il y a des outils qui font un peu tout aussi. Et voilà, donc on a déjà beaucoup d'acteurs sur le marché pour beaucoup de solutions, certains centrés sur certains types de génération, plutôt texte, plutôt code, etc. Comme l'a dit Michel, nous on va se concentrer sur Microsoft. De toute façon, Microsoft va proposer quelque chose d'unifié. Toutes ces technos-là vont se retrouver dans l'offre Microsoft. Voilà, c'est fini pour le bullshit de consultant. Michel, on peut attaquer. Allez, on vous l'a promis, donc on va entrer dans le sujet. On va commencer par les différentes offres. On va vous faire une petite overview de ce qui est possible chez Microsoft. Alors, vraiment, on a pris un parti pris. Certains d'entre vous ont déjà un peu travaillé ces sujets. Vous allez me dire, mais attendez, il y a beaucoup plus de solutions que ça, et vous allez voir. Mais en même temps, si c'est votre première prise de contact ou si cette prise de contact est récente, très rapidement, vous pouvez avoir le vertige et perdre le fil, tellement il y en a dans tous les sens. Nous-mêmes qui en mangeons jour et nuit depuis novembre 2022 quasiment, on a du mal à s'y retrouver des fois. Donc on est vraiment sur un parti pris très fort. On va vous parler de Copilot. On va vous parler de Copilot pour M365. Vous verrez que ça, c'est le socle de toutes les solutions Copilot. À partir de là, on peut faire plein d'autres choses. Il y a plein d'autres copilotes. Il y a des copilotes pour tous les métiers, quasiment. On y reviendra très rapidement, mais vraiment, cette présentation sera articulée sur ces 2 briques qui sont vraiment les points d'entrée dans l'univers de Copilot. Et puis, on vous parlera aussi d'une façon un peu alternative d'adresser le sujet. C'est toute la brique Azure AI. Donc, Azure, je ne sais pas si c'est connu pour chacun d'entre vous, peut-être un petit mot sur Azure. Azure, finalement, c'est la marketplace, enfin, c'est une place de marché, comme on dit, chez Microsoft, qui permet d'acheter des ressources informatiques à la consommation. On va pouvoir acheter des VM, on va pouvoir acheter du réseau,
Bref, c'est des choses assez techniques, hein, finalement, où on va assembler comme des pièces de Lego, comme des briques de Lego, pour faire un système d'information, une base de données, ou des développements spécifiques sur de l'IA. Et donc, vous montrant aussi quelques petits développements qu'on peut aujourd'hui réaliser. Et donc, derrière, il y a une réflexion à avoir sur les cas d'usage qu'on veut traiter. Est-ce qu'on va les adresser en achetant de la licence et en utilisant des solutions telles que Copilot, ou est-ce qu'on va les adresser en investissant dans des ressources où on payera plutôt à la consommation, mais on n'aura pas besoin d'acheter des licences pour les utilisateurs derrière. Alors, si je reviens sur la première brique, alors peut-être juste avant, quand même, un socle global, et ça c'est très important, c'est vraiment un point d'entrée fondamental. Microsoft nous annonce qu'il conçoit ses IA, quelles qu'elles soient, avec un socle d'IA responsable. Okay, on parle d'équité, on parle de fiabilité, sécurité de système, on parle d'inclusion, on parle de transparence et responsabilité. OK. On est obligé de faire confiance à Microsoft. Trust in Microsoft. Il n'y a aucune organisation gouvernementale ou intergouvernementale, internationale, qui régit quoi que ce soit aujourd'hui sur l'IA. Donc, on est sur des prismes très anglo-saxons, voire très Silicon Valley. Hein. Donc, ils ont conçu ces algorithmes et ces outils avec une vision du monde qui est la leur. Donc, il y a des questions forcément philosophiques, éthiques, de souveraineté à se poser. Encore une fois, je vous laisse avec ces sujets-là. Ils ne sont pas adressés aujourd'hui, hein. Mais néanmoins, ils sont importants à prendre en considération. Mais il y a un élément extrêmement important, c'est que confidentialité et sécurité des données. Et ça, c'est le point clé qui doit vous inciter à très rapidement driver vers quelque chose comme Copilot, si vous êtes utilisateur de Copilot pour un 365, plutôt qu'utiliser ChatGPT ou d'autres solutions qui seront open, on va dire, qui seront gratuites. Vous allez voir, dans les démos, là, on va très rapidement aller plus loin qu'une simple recherche sur Internet. On va le faire travailler sur des documents d'entreprise. Donc, avec Copilot, j'ai la garantie, ou n'importe quelle autre solution de Microsoft, hein, j'ai la garantie que mes données, toutes les données que je vais lui faire absorber, mes données restent mes données. Elles ne seront pas réutilisées par les modèles de Microsoft pour entraîner ces modèles et puis donner accès à son tour à d'autres personnes à ces informations. D'accord ? Vous verrez, dans les cas d'usage que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais faire manger une fiche interne à Lista, à Copilot. Si je faisais le même exercice avec un chat GPT, j'ai quasiment la garantie que cette fiche, à un moment donné, elle sera apprise par ChatGPT et que quelqu'un d'autre, un concurrent par exemple, qui poserait des questions sur les solutions à Lista, accéderait d'une manière ou d'une autre à ces informations. Donc là, on a vraiment cette garantie et c'est très important. Hein. Donc quand vous utilisez ChatGPT, que ce soit à titre perso ou à titre pro, faites attention à vos prompts et aux informations que vous allez saisir dans vos prompts. N'utilisez pas d'informations confidentielles. Dans le 4, hein, dans celui que vous payez, oui. Ouais, mais je parlais des solutions. Ouais. 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 Alors, voilà, quand les solutions qui sont gratuites, en général, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Hein, ouais. Oui, oui, je parlais vraiment des versions gratuites. Hein. Alors, je parlais de ChatGPT parce que c'est la plus connue, mais c'est vrai pour toutes les autres, hein, Gemini, pour Bard, voilà. A priori, Copilot, si on l'utilise, il n'y a pas besoin de payer pour Copilot, hein, même si vous n'êtes pas utilisateur d'un 365, vous pouvez créer un compte sur sur Bing et sur le cloud de Microsoft, créer une identité dans le cloud de Microsoft et vous aurez accès à Copilot. Et donc, les données que vous allez saisir dans le compte restent vos données et elles ne sont pas réutilisées pour l'entraînement des modèles. Et donc ça, c'est extrêmement important. Hein. Et donc, bon, quelque part, vous allez me dire, mais ouais, ok, mais on est obligé de faire confiance à Microsoft. Ok, je crois que beaucoup d'entre vous font déjà confiance à Microsoft puisque vous êtes déjà dans M365. Donc votre messagerie, vos données de fichiers, etc., sont déjà dans Microsoft 365. Si vous utilisez un Dynamics,
c'est le cas chez Adista par exemple, les données sont déjà dans le cloud de Microsoft. Donc finalement, c'est un modèle qui, ni plus ni moins, existe. C'est une nouvelle façon d'utiliser les données, mais on a déjà fait franchi le pas d'aller mettre nos données chez Microsoft dans un cloud public. On verra que... bon, Microsoft est dans le départ dans Oui. OpenAI. Non. C'est déjà ChatGPT uniquement, en fait, Microsoft potentiellement, ayant départ dans OpenAI, faites déjà confiance à Microsoft. Derrière Copilot, c'est ni plus ni moins que des moteurs GPT-4 qui tournent. D'accord, donc c'est le même moteur que ChatGPT, parce qu'effectivement Microsoft a racheté en partie en tout cas OpenAI. Pour autant, c'est le même moteur, mais c'est pas la même carrosserie. Clairement. Ceux qui utilisent les deux voient sans doute toute la différence entre les deux. Donc, on va vous montrer tout de suite que Copilot, vous y avez accès dès à présent de manière gratuite. On vous fait une démo juste après. Et puis ensuite, on vous montrera la brique Copilot pour M365. Donc là, on va faire l'effort de se dire, voilà, toute cette technologie là où je peux interroger une machine et puis elle va me répondre. Si je l'ai porté directement dans mes applications bureautiques, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est la promesse de Copilot pour M365. Je vais intégrer un compte, donc une intelligence artificielle générative dans PowerPoint, dans Word, dans Teams. Quelles vont être les possibilités que l'on va avoir? Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour simplifier le boulot au quotidien? Et puis, on vous fera des démos sur Azure AI. Et c'est parti. Hop. Premier cas d'usage. Sur Copilot, on va regarder pour faire des recherches avancées. Hop. Pardon. Donc, on va faire des recherches avancées. On va se former. On va générer des textes. On va générer des études de marché, faire des traductions. On va générer des images, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. Générer du code, trouver des tweets, brainstormer. Il y a énormément de choses à faire avec ces outils-là. On y va. Donc déjà, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Copilot, hop, on va aller là. Donc, vous allez sur n'importe quel navigateur. Moi, j'utilise Edge en l'occurrence, et je tape copilot.microsoft.com ou je clique sur un raccourci Copilot et vous arrivez sur Copilot. Donc, Copilot, vous voyez, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, c'est quelque chose qui est un peu plus lumineux et un peu plus, coloré que ChatGPT. Mais c'est la même interface. Vous avez un prompt ici dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions et puis derrière, il va vous répondre. La petite différence, quand même, c'est que vous êtes logué et donc Microsoft affiche partout que vous êtes protégé. Ça renvoie un petit peu à ce que je disais préalablement. Vos données restent vos données. Toutes les informations que je vais saisir à partir de là restent confidentielles. Si je veux lui transmettre mon dernier bilan sanguin, par exemple, pour voir ce qu'il en pense, mes informations restent a priori, si vous faites confiance en Microsoft, mes informations restent confidentielles. Vous verrez que si vous avez la licence, et on y viendra tout à l'heure, la licence à 28,10 €, vous aurez un petit bouton ici qui vous permet de basculer en mode travail. On va rester en mode web pour le moment, on y reviendra après. Et donc, on va commencer à jouer avec. Vous voyez, donc, je vous parlais tout à l'heure, c'est le même moteur que ChatGPT. Donc, effectivement, on a accès aux dernières versions de GPT. ChatGPT, il y a plein de versions. Aujourd'hui, la version que vous pouvez utiliser gratuitement, c'est la version 3. C'est une version dont la base de connaissances s'arrête en 2021, je crois. Donc, il a été connecté, il a absorbé tout l'Internet et au-delà, mais ça s'arrête à 2021. Alors que ChatGPT 4 apprend en permanence des informations qui sont disposées sur Internet et est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, permet plus de fonctionnalités. Et donc, quand vous utilisez Copilot, vous accédez à un GPT-4, mais sans payer. D'accord. Si vous utilisez GPT-4 aujourd'hui sur ChatGPT, il faut payer 20 € par mois. Et donc, derrière, on va pouvoir commencer à poser des questions. Alors, moi, j'aime bien utiliser la version Edge. Vous voyez, je suis dans Edge, et ici, j'ai un bouton, le bouton avec le petit logo de Copilot. Et donc, ça va m'ouvrir un petit widget ici, qui va vous permettre de faire pas mal de choses et de récupérer votre prompt, le fameux prompt, qui va vous permettre de vous mettre en mode, par exemple, en mode rédigé, et qui va vous donner tout un guide pour vous simplifier l'accès au prompt, où vous allez pouvoir générer des textes en lui donnant des indications sur la tonalité que vous
voulez avoir dans votre contenu. Est-ce que c'est un professionnel décontracté, etc. Est-ce que votre cible, c'est de faire du texte, un email, une publication LinkedIn? Moi, je suis un grand handicapé de la publication LinkedIn. Maintenant que j'ai ça, j'y vais beaucoup moins à reculons. Et donc, je peux lui demander, voilà, je lui dis, j'organise une conférence sur l'IA le 14 mai à Paris. Voilà. On va dire un style enthousiaste. Ouais, bien sûr, les fautes sont volontaires. On va voir si ça le perturbe ou pas. On va faire truc moyen, voilà. Hop, on va générer le brouillon. Et donc, il va vous générer quelque chose, voilà, à partir de peu d'informations que vous lui avez données. Finalement, il va vous faire quand même quelque chose d'assez qualitatif. Alors, ça sera le fil rouge tout au long de cette présentation. On n'y est pas encore venu sur ce sujet-là. Mais à la fin, c'est vous qui avez généré le contenu, du moins qui avez donné les indications pour générer le contenu. Vous êtes responsable de ce contenu. D'accord ? Si vous avez généré des choses qui sont approximatives, fausses, qu'on appelle des hallucinations, eh bien, finalement, c'est vous qui êtes responsable. Ça reste une machine. Il ne faut pas attendre des miracles, même si l'effet, il est waouh. On se dit, c'est un truc de dingue, mais c'est bourré quand même de biais, c'est bourré d'approximations. Donc, il faut relire. Et je pense que c'est un des enjeux majeurs de demain. C'est effectivement, on facilite l'accès à la génération de contenu. C'est extrêmement pratique d'envoyer une consigne en quelques mots. Et derrière, le risque, c'est qu'on ne relise pas et qu'on fasse des copier-coller un peu rapides et qu'on crée finalement une génération de peignants 3.0. Hein, c'est le terme un peu qui est en train d'émerger. Donc, il va y avoir tout un enjeu organisationnel à gérer d'un point de vue RH, comment on forme les collaborateurs à bien utiliser ces solutions et à avoir le pas de recul qui va bien, et comment on met en place aussi du contrôle au niveau de l'organisation pour s'assurer que les prompts qui seront diffusés dans l'entreprise sont conformes à ce que l'on veut, à l'idée que l'on se fait de l'utilisation de ces outils-là. Alors, le widget, il est sympa sur cet aspect-là, mais il est sympa aussi pour aller regarder, faire des résumés sur les pages web que je vais afficher à côté. Par exemple, je peux aller sur YouTube. Hop. Donc, je vais aller, je prends n'importe quoi. Hein, c'est quoi ça? Admettons, une vidéo de 10 minutes. On va laisser passer la pub. Voilà. Et donc, je vais lui demander de résumer la vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est une fonctionnalité très sympathique de ce petit widget. Donc là, Microsoft fait ça de manière un peu maligne, je trouve. Je pense que Google va répliquer forcément. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans Chrome. Vous n'avez pas ce widget dans Chrome. Hein. Mais là, dans Edge, pour une fois, on a une bonne raison d'utiliser Edge, puisque cette fonctionnalité, vous ne l'avez pas dans Chrome. Et donc là, directement, vous n'avez pas besoin de faire des copier-coller, d'injecter du contenu dans Chrome, dans ChatGPT ou dans je ne sais pas quoi. Il va vous faire directement le résumé sur la vidéo que vous lui soumettez. Ça peut être une vidéo, ça peut être un site web, ça peut être un PDF, justement. Ça peut être des informations qui se trouvent sur Internet, hein. Ça peut être des informations qui se trouvent sur le disque dur, tout simplement. Et on va venir. Bien sûr, si c'était du contenu qui est en anglais, j'aurais pu lui demander de le traduire. Tellement c'est un cas d'usage assez intéressant. Donc, si on est sur une vidéo d'1 heure et demie, la dernière réponse de Satya Nadella à Microsoft, et qu'on veut un résumé, voilà. C'est une façon très, très, très rapide, très sympa de gagner du temps et d'accéder à l'information. Petite précision quand même, ça marche si la vidéo elle est sous-titrée. Effectivement. Pas forcément activée, mais que les sous-titres sont disponibles pour cette vidéo. Parce qu'en fait, l'IA va s'appuyer sur la transcription. Effectivement, il y a toujours ce petit... Pas avec celle-là, pas avec ce copilote. Là, on va être plutôt sur... on va revenir là, on va être dans quelques slides la détection de biais. Il faut être sur du machine learning,
deep learning, on va entraîner le modèle. Voilà, il y a des modèles préexistants. Par exemple, on peut consommer dans Azure. Voilà, on va aller acheter une brique dans Azure de reconnaissance d'image et on va l'entraîner sur votre bibliothèque d'images pour lui faire apprendre ce que vous voulez lui faire apprendre finalement. Il y a ni que les sous-titres. Oui, oui. Oui. Mais c'est déjà pas mal, quoi. Quand même. Document. Alors, maintenant, imaginez, voilà, alors, c'est pas celui-là, c'était pas celui-là, excusez-moi. Ouais, non, mais je voulais revenir. Non, c'est pas celui-là non plus, excusez-moi, faut que je jongle avec mes fenêtres. Bon, c'est pas grave. Allez, imaginons que vous êtes sur un document. Voilà. Hop. Bon, je vais faire la démo en direct live. Ouais. Je vais sur l'intranet d'Adista. Voilà. Je suis commercial chez Adista, donc je pense que vous avez tous des commerciaux chez vous, donc vous faites la transposition. Faites les transpositions. Voilà, j'ai besoin de faire une proposition commerciale à mon client. Voilà, là, en l'occurrence, on va prendre l'exemple d'une proposition commerciale pour des solutions de sauvegarde sur Microsoft 365. On va rester dans le thème. Donc, j'ai mon intranet qui a été développé avec les technologies SharePoint. Hein. Vous allez voir que derrière, pour utiliser Microsoft 365 Copilot M365, ça va être important d'avoir des données extrêmement bien structurées dans un outil de cet ordre. Je vais aller chercher mes données. Donc là, on veut faire de la sauvegarde sur 365. Je suis commercial. Je dois commercialiser tout un tas de solutions. Je connais pas tout par cœur, donc je vais aller dans ma base de connaissances. Voilà, ça a été bien structuré, ça a été bien organisé. J'ai mes fichiers qui sont à jour. J'ai une petite fiche produit ici. Donc je l'ouvre. Et donc j'ai mon petit PDF avec du contenu. Il y a quand même une dizaine de pages à lire. Blablabla. Ça a été bien rédigé, mais ça a été quand même globalement rédigé par des ingénieurs. Il y a forcément les informations dont j'ai besoin, mais il va falloir que je les retranscrive et que je les mette à la portée de mon client pour que ça soit compréhensible pour lui. Et puis certainement que lui, il ne va pas lire 10 pages. Hein, c'est pas l'objectif. Hein. Donc, tout simplement, je vais faire travailler Copilot. J'ai appelé Copilot à la rescousse. Et donc, vous voyez, je suis revenu dans mon mode, dans mon de départ. J'ai mon fichier PDF ici. Alors maintenant, vous l'avez vu, je vais pouvoir agrandir ici pour qu'on voit mieux ce qu'on fait dans GPT. Hop. Dans GPT, dans Copilot. Pourquoi excusez-moi. Alors, le syndrome de la démo. Et ben mes prompts que j'avais préparés, il les a balancés, quoi. Ouais, excusez-moi. Et joie du direct. Bon, c'est pas grave, on va les refaire en direct, on va les refaire en live, c'est pas grave. Hop, c'est les joies du direct, excusez-moi. Hop. Alors, ça prend les prompts. Donc, le premier test, c'est de lui dire, c'est de l'amener un petit peu sur le document. Hop. Et où je suis perdu. Ah, le là. Voilà. Ouais, il a tout perdu. Je suis vraiment désolé, j'avais tout préparé au préalable, mais je ne sais pas ce qui s'est passé.
C'est le fail. Donc, on va lui demander, donc je lui propose mon document et première chose à faire, c'est de lui demander de résumer le document. Donc, le fait de lui faire résumer le document, ça va le faire travailler sur le document, il va s'approprier ces données. Voilà. Et donc, alors on est sans filet là, je vous le fais en direct. Hein. Il va faire le job, il va le faire plutôt bien, franchement. Hein. Je mets au défi n'importe qui d'entre vous de lire le document et de résumer aussi rapidement, même si ça peut paraître lent comme ça, en direct live. Le temps que ça vous fait gagner sur ce type d'exercice, il est phénoménal. Vraiment, il est phénoménal. Donc voilà, on est vraiment dans un mécanisme d'entonnoir. C'est-à-dire que pour utiliser correctement ces applications-là, il va falloir vraiment développer des nouvelles compétences, hein, ce qu'on appelle des soft skills, finalement. On va apprendre, jusqu'à présent, on apprenait à bien faire une recherche sur Google. Demain, même dès à présent, on va apprendre à bien prompter. Voilà, ce fameux terme assez abscon. On va apprendre à utiliser correctement ces intelligences génératives. Et donc, il y a des techniques. Donc, et souvent, on parle de la technique en entonnoir, finalement, on parle du plus général pour l'amener vraiment là où on veut. Et donc, une façon de bien l'amener là où on veut, c'est de démarrer par quelque chose de très générique, de lui faire soit une recherche documentaire sur quelque chose sur Internet, on le fera tout à l'heure, soit de lui faire un résumé sur un contenu. Vous avez vu que là, j'ai pris un document interne à Dista, qui est un document confidentiel, privé, et je l'ai injecté directement, sans trembler, sur cet outil. Vous pourriez le faire avec ChatGPT, il faudrait faire des copier-coller. Je parle toujours de la version gratuite, hein, de la version payante, et qu'on peut aussi injecter les fichiers PDF dans la version payante. Dans la version gratuite, il faudrait vous amuser à récupérer page par page, à faire des copier-coller, donc c'est beaucoup plus laborieux quand même. D'accord ? Mais vous pouvez le faire aussi sur GPT. Donc, pour autant, si vous faites ça sur GPT-3, vous êtes la garantie que les données qui sont dans ce fichier PDF, elles seront derrière appropriées, elles seront réutilisées par ChatGPT pour son apprentissage. Donc, ces informations se retrouveront tout simplement à disposition de n'importe qui sur Internet. Donc, on va continuer notre cas d'usage. Donc, la deuxième démo, c'est formation. Voilà. Un des cas d'usage fondamental sur l'IA générative, c'est se former. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de se dire, je suis nouveau commercial, je viens d'arriver dans la boîte, il y a plein de trucs à commercialiser dans tous les sens. Bon, la sauvegarde, je sais à peu près ce que c'est, hein, quand même, voilà. Mais pourquoi il faut qu'on sauvegarde sur Microsoft 365 ? Je pensais que mes données étaient déjà safe, elles sont chez Microsoft. Pourquoi j'ai besoin de les sauvegarder en plus ? Je vais lui poser la question, et donc là, on va commencer à vraiment travailler sur le document. Donc, il va aller chercher les réponses pour moi. Et il va me proposer une réponse assez percutante et assez succincte finalement, synthétique et bien fichue également. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un cas d'usage extrêmement intéressant sur l'IA générative, c'est se former et lui demander de se mettre à votre niveau de compétence. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire explique-moi la loi de la théorie de la relativité générale, comme si j'étais un enfant de 5 ans. Voilà. Il va bien falloir lui préciser ce que vous lui demandez et sur quel format vous voulez qu'il vous réponde. Ça, c'est la deuxième loi de la technique de prompt, hein, finalement, c'est vraiment spécifier ce que l'on attend de lui. Il ne peut pas comprendre nativement. Il faut vraiment lui expliquer. Hein, c'est comme si c'est un stagiaire, c'est un stagiaire qui vient d'arriver dans l'entreprise, il connaît plein de choses, surtout. Par contre, si vous ne précisez pas correctement votre demande, il va vous répondre de manière assez approximative et assez générique. Par contre, plus vous allez être spécifique, plus vous allez aller loin dans le prompt. Et donc, quelque part, ça va pouvoir vous amener à faire des prompts qui peuvent être des prompts, alors des itérations à plusieurs dizaines de prompts avant d'arriver là où vous voulez, voire des prompts qui vont faire plusieurs pages de Word, hein, plusieurs pages à 4, pour aller vraiment l'amener à générer des choses qui sont conformes à ce que vous attendez. Troisième cas d'usage, donc maintenant que j'ai à peu près compris ce que je devais commercialiser et quel est l'intérêt de commercialiser cette solution-là, je vais lui demander de me rédiger mon argumentaire pour mon client. Donc là, je vais contextualiser aussi. Voilà. Cette fois, je lui ai incarné un jeu de rôle. Hein. Je lui dis, tu es commercial chez Adista, tu souhaites proposer cette solution à un client PME. Donc là, j'ai vraiment spécifié que mon client, c'était une PME. Je lui explique que mon interlocuteur, c'est le patron, que ça n'intéresse pas l'informatique, qu'il n'a pas beaucoup de temps à m'accorder, qu'il ne faut pas lui parler de manière experte, mais qu'il faut se mettre à sa portée, surtout lui expliquer pourquoi il doit le faire et quel bénéfice il aura à le faire avec Adista. Donc là, vous voyez qu'on commence à avoir un prompt un peu plus long.
Et puis, donc, il va là aussi me rédiger mon argumentaire. Vous voyez, là, de manière générale, le gain de productivité que ça peut vous apporter sur une fonction commerciale et le gain de qualité, hein, parce que là, c'est rédigé de manière claire, il n'y a pas de problème d'orthographe, il n'y a pas de problème de grammaire, pas de problème de coquille. Faut juste vraiment s'assurer que il n'a pas raconté n'importe quoi. Donc, il faut relire, vraiment relire. Conseil qu'on peut vous donner. Oui. Ouais. La date de la distance, parce que le gars l'a déjà. C'est possible. Ouais, on y a après, mais c'est tout l'intérêt et c'est vraiment derrière, c'est un peu ce que je disais en introduction, c'est un changement de mindset finalement pour certaines entreprises. D'autres ont déjà franchi ce pas, pardon. Mais il va falloir vraiment organiser, structurer la donnée, avoir une hygiène de la donnée parce que aujourd'hui, de ce qu'on voit nous, quand on intervient chez nos clients, peut faire pour en témoigner, hein, les jets, les répertoires sur les disques durs, sur les OneDrive, sur les Teams, sur les SharePoint. Il y en a dans tous les sens, c'est un cafarnaum. Quelque part, pour bien utiliser ces données pour que ces outils soient vraiment performants sur l'utilisation de ces données, ben, il va falloir s'astreindre à bien structurer ces données dans les environnements collaboratifs. Mais si vous avez fait ce travail-là, derrière, la promesse, oui, effectivement, c'est de pouvoir générer des propositions commerciales de manière plus ou moins automatisée. Ce qu'on va voir se développer rapidement, c'est des outils de prompt management. Hein. Ce que je voyais là, il y aura des personnes qui vont se spécialiser dans les entreprises pour créer des prompts, pré-rédiger des prompts. On va échanger les prompts entre utilisateurs. On va pas les refaire à chaque fois. Et on aura des bibliothèques de prompts qu'on va partager et que l'on va piloter au sein de l'entreprise. Donc voilà, là on commence à aller vraiment dans le cœur du sujet et de plus en plus. On va rester toujours un peu en surface, même si vous allez voir que ça reste néanmoins extrêmement intéressant. Donc, on est toujours commercial. On finit sur le cas d'usage commercial. Alors, on va quand même y mettre le T, là, je sais pas pourquoi. Hop. Tu es commercial chez Alista, mais cette fois, ce n'est plus un client PME, c'est un grand compte. Et ben, il se trouve que ton interlocuteur, il est anglais. Et cette fois, c'est un responsable technique, un expert technique. Et donc, il va attendre un argumentaire plutôt technique qui sera réalisé en anglais. Et donc, chaque fois, là, je vais vraiment spécifier. Si je lui avais juste demandé rédige-moi un argumentaire de vente pour mon client, pour faire l'exercice, hein, si vous voulez, il m'aurait certainement fait quelque chose d'extrêmement générique. Le fait de spécifier, de lui expliquer vraiment ce que j'attends de sa part et sous quel format, il va forcément me faire quelque chose qui sera plus conforme à ce que j'attends. Voilà pour la partie commerce. On bascule au marketing cette fois. Donc, je vais continuer à faire les démos en direct live. Donc, on est chef produit. Tu es chef produit. Parce que tu as rédigé, on ne va pas perdre de temps. Tu es chef produit marketing. Hop. Non. Eh ben. Ah, pardon, effectivement, bien vu. Dans cette nouvelle offre de backup, propose quelques idées de logo dans un style épuré. Allez. Alors, c'est un peu plus long, forcément, parce qu'il va générer de l'image. Donc, bon. Si, c'est. Donc là, il travaille. Alors, autant vous dire que là, il y a une paire de serveurs qui tournent en ce moment. Là, très rapidement, on peut avoir une utilisation très cachée, finalement. Et donc, aussi, des questions qui pourra se poser. Hein. Si vous avez une réflexion RSE au niveau de votre organisation, c'est quand est-ce que j'utilise, quand est-ce que je fais tourner de l'IA générative pour mes besoins. Parce que là, je ne sais pas combien de kilos de carbone j'ai cramé pour faire une démonstration sur de la génération d'images de logos. Quoi. Mais il y a quand même une réflexion de cet ordre à avoir. C'est magique, ça fait plein de trucs géniaux, mais il y a un coût derrière. Il y a un coût.
s'il n'est pas direct dans le prix que vous allez y accorder, il peut être indirect d'un point de vue environnemental. Donc, vous voyez, là, en quelques mots, il m'a généré quelques logos. Alors, je lui ai demandé, la seule consigne que je lui ai demandé, c'est un style épuré. Donc, effectivement, il m'a donné un style épuré. On peut considérer que c'est épuré. Mais là encore, c'est ma capacité à bien dialoguer avec la machine, et quelque part, à bien structurer mon prompt, mais surtout à savoir l'amener dans ce que je veux. Donc, il faut être capable de parler d'esthétique, hein, finalement. Ce que je suis en train de vous dire, finalement, c'est que ça ne va pas demain remplacer tous les infographistes. Hein. Connaître l'histoire de l'art, savoir l'amener vraiment dans ce que je veux, dans quel style, etc., pouvoir dialoguer avec lui, ça reste quand même des compétences d'infographiste, me semble-t-il. Donc, il y aura toujours du boulot pour les infographistes, mais ce sera une nouvelle façon de travailler pour eux. Et il y en aura peut-être moins, par contre, ça c'est certainement évident. Mais ne serait-ce que pour générer des illustrations pour vos PowerPoint ou pour vous donner des idées de logo, de brouillon avant d'aller voir votre agence de com, ben, effectivement, ça peut vous faire gagner du temps et vous apporter beaucoup d'autonomie. On va rester au marketing. Hop. En tant que chef produit, maintenant, on va lui demander de faire une petite étude de marché, un petit benchmark. Voilà. Donc, en tant que chef produit, réalise un benchmark de la concurrence à partir des informations que tu trouveras sur Internet. Étudie, alors là, je l'ai un peu spécifié. Je lui ai demandé de ne pas faire un truc trop générique. Étudie les offres de backup d'Orange, Teranet, Ping-Bynet, compare-les avec notre solution. Présente ton étude sous forme de tableau. Les deux dernières lignes présenteront pour chacune des offres leurs forces et faiblesses vis-à-vis de la solution à distance. C'est parti. Donc là, alors, c'est là où j'ai fait un prompt qui n'est pas trop générique, mais qui l'est quand même. Franchement, pour ce type d'études, ça méritait quand même quelque chose un peu plus poussé, parce qu'il y a forcément de sortir des choses assez superficielles, assez génériques. Hein. Ça peut rapidement, dans un premier temps, on se dit waouh, il a été me chercher beaucoup d'informations, mais quand on va creuser, on va se dire ça reste quand même superficiel. Donc là, je vous donne un aperçu de ce que vous pouvez faire. Mais derrière, si vous développez le prompt qui va bien, il y a vous commencez à en voir fleurir sur Internet, hein, ces fameux prompts, pour réaliser un benchmark, une étude de marché de manière extrêmement pointue, extrêmement poussée, je vous garantis que ça vous fait gagner un temps phénoménal. Avec quelque chose qui sera un livrable qui sera pas finalisé, hein, vous devez toujours repasser derrière, mais qui sera un brouillon largement acceptable déjà. Et puis là, il n'est encore pas fini, il continue, il ne s'arrête plus. David, il n'est pas si bavard. Voilà. Je crois que j'en ai fini pour la partie Copilot. Là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur Copilot, d'autres questions. Oui. Alors, vous pouvez lui demander, que penses-tu de la pertinence de ta réponse? Évalue-la sur une échelle de 1 à 10. Quelles sont les forces? Michel, c'est le feignant 3.0, il répond même plus dans la question. Propose. En vrai, on peut demander à Copilote s'il est bien sûr de sa réponse, s'il peut poser un peu plus, etc. Il n'y a pas d'indicateur au-delà de ça. Par contre, comme on l'a dit, hein, c'est un peu aussi à nous de vérifier, comme un stagiaire, voilà, pour vérifier ce qu'il fait. Et il y a les sources à chaque fois qui sont quand même citées. On va aller consulter les sources. Effectivement. Et ce qui est bien aussi, c'est, on a vu, là, on voit en bas de la réponse de Copilot, il y a un pouce vers le haut, vers le bas. C'est important aussi de faire ces retours pour que l'outil s'entraîne aussi. D'ailleurs, c'est pertinent. Effectivement, c'est un très bon point. Ici, par rapport à un chat GPT gratuit, ne cite pas ces références. Donc là, vous pouvez aller checker un petit peu les bases documentaires sur lesquelles il s'est basé, appuyé pour créer votre réponse. Donc c'est quand même quelque part un outil qui vous est mis à disposition pour aller checker la pertinence des informations. Une question. Ouais. C'est le vers le haut, vers le bas, c'est un risque de donner l'entreprise que ça va envoyer. Donc, on avait sur le contrôle. Trust in Microsoft.
A priori, c'est encadré. Hein. Donc, en appuyant sur envoyer, vos commentaires seront utilisés pour améliorer les produits et services Microsoft. Les administrateurs informatiques de votre organisation pourront afficher et gérer vos données de commentaires. Voilà. Donc, il y a une réflexion à avoir au niveau DSI sur effectivement est-ce qu'on autorise la publication de ces commentaires ou pas. On peut l'empêcher. Oui, oui, clairement, on peut l'empêcher. Ouais. Et voilà. D'autres questions? Ouais. Oui. Par exemple, on a est-ce que vous utilisez le transformer en Word pour enlever J'ai jamais, franchement, non, des PDF avec des tableaux. Non, bah là, voyez. Après, même sur des livres blancs, des fois où il y a beaucoup de mise en page, information, il sait la lire. Moi, j'ai pas eu trop d'outils. J'ai remarqué sur certaines. C'était plus facile de convertir en Word. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, vous voyez là, on a eu des tableaux, il n'a pas galéré dessus, il les a bien restitués, mais bon, comme c'est un document Word, à l'origine, c'est plutôt. C'est pour ça que je parlais de livre blanc, parfois les pages sont plus exotiques. Et ouais, puis c'est là aussi, il faut. Ouais. On a fait le tour sur Copilot, donc je vous redis ça, vous y avez accès dès à présent. Donc nous, ce qu'on a fait chez Advista, par exemple, c'est très rapidement, quand Copilot a été mis à disposition, on a communiqué, notre DSI et avec notre DSI, nous avons co-signé des articles. Oui, il y a des outils d'IA générative qui sont à disposition libre sur Internet. On ne vous empêche pas de les utiliser, bien entendu, il faut s'y intéresser, mais on vous demande de ne pas utiliser ChatGPT ou d'autres IA publics, voilà, avec les données d'entreprise. Donc là, ça a été un premier article qu'on a publié sur l'intranet. Voilà. Donc des consignes assez directives, assez fortes, en disant n'utilisez plus, vous faites vraiment attention quand vous les utilisez à ne pas dévoiler des informations privées confidentielles. Et c'est valable aussi pour vos données perso. Deuxième temps, on a fait un article incitant finalement à faire un peu de nos collaborateurs à plutôt utiliser l'IA générative. Il faut vous y mettre. Ça peut vous faire gagner du temps et de la performance au quotidien dans votre job. Mais on vous demande de faire avec Copilot parce que c'est la politique d'entreprise et les données d'entreprise, elles sont safe, elles sont sécurisées dans Copilot. Donc là, il y a un acte quelque part de conduite de changement, de communication à réaliser. Donc ça, c'est une première étape qui est possible, qui est envisageable dans votre implémentation finalement de ces outils d'IA. C'est une bonne façon, à moindre coût, de commencer à toucher du doigt, de commencer à permettre aux collaborateurs, à les inciter finalement à utiliser ces outils. Parce que quand on va commencer à jouer avec ça, derrière, et quand on va commencer à former les gens à bien utiliser les prompts, eh bien, on pourra plus facilement passer sur les applications métiers, sur les applications bureautiques et en tirer un meilleur parti. Donc, c'est vraiment une bonne façon de démarrer avant d'acheter des licences à 30 €. Ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être un peu anti-commercial, mais c'est pour autant, c'est vraiment une réalité. Avant de vous lancer dans l'achat de ces licences à 30 € par mois, commencez par cette étape-là, formez vos collaborateurs à bien utiliser ces outils. Et ça vous permet d'avancer en parallèle sereinement sur toute la partie sécurisation des données, structuration des données, et puis réflexion stratégique au travers de ce que vous voulez faire de ces outils au sein de votre organisation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils au sein de son organisation? C'est le deuxième chapitre. On va passer sur Copilot pour M365. Donc, je reviens rapidement sur mes slides. Hop. Donc là, on arrive ici. Copilot, j'en reviens là. Hop. Copilot pour M365. Donc, on est ici. Donc, c'est toute cette technologie, mais intégrée au cœur des applications bureautiques du quotidien fournies par Microsoft, donc dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans Teams, dans Loop, c'est déjà pas mal. Ouais, Loop, Outlook, bien sûr.
Et d'autres encore à venir. Cette fois, il faut payer. Voilà, c'est plus gratuit, c'est 28,10 € par utilisateur. À une époque, mais cette limitation est levée, c'était limité pour les entreprises de plus de 300, enfin, pas pour les entreprises de plus de 300, pour les entreprises qui commandaient au moins 300 licences, il y avait une barrière à l'entrée. Cette barrière, elle est levée seulement depuis janvier, donc ce dont on est en train de parler, on a l'impression qu'on en parle depuis des mois, des années, mais finalement, cette solution-là, elle est disponible que depuis 3-4 mois. Donc, c'est quand même quelque chose qui est globalement nouveau. Des multinationales ont pu la tester depuis octobre de l'année dernière à peu près. Total, des grands groupes internationaux ont commencé à déployer, mais ils ont été suivis en direct par Microsoft. Désormais, n'importe qui peut acheter ses licences à 28,10 €. Il faut avoir quand même un plan business standard ou premium en socle ou E3, E5. Et engagement 12 mois. Donc là aussi, si vous voulez tester pour quelques utilisateurs, même si vous prenez que 2-3 licences, vous vous engagez pour 12 mois. Il faut savoir que quand vous allez activer ces licences, forcément, tout de suite, vous allez pouvoir jouer avec, et puis vous allez dire, ça ne sert à rien, c'est nul. Nous, ça a été l'effet que ça nous a fait. En fait, ce qu'on ne savait pas au départ, Microsoft ne communiquait pas vraiment dessus, c'est qu'il faut 1 mois avant que les licences soient activées. À peu près, c'est la moyenne, 1 mois, 28 jours. Il va falloir 28 jours en moyenne pour que Copilot ait absorbé les données qui sont mises à sa disposition. Parce que quand je bascule ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une IA, si on revient rapidement sur une IA, c'est quelque chose dont on a gavé de données. Si Copilot, il est gavé des données d'Internet, et on peut lui faire apprendre des informations de manière temporaire. C'est ce que j'ai fait avec le PDF tout à l'heure. Là, je bascule ici, je vais lui faire apprendre les données de mon entreprise. En l'occurrence, je vais lui faire apprendre toutes les données qui sont dans ce qu'on appelle le tenant Microsoft 365. Donc, il va connaître tous vos mails, il va connaître tous vos Teams, il va connaître tous vos fichiers Word, PowerPoint, Excel, il connaît tout. Donc, avant que Copilot, une fois qu'on l'active sur un tenant, apprenne toute cette masse d'informations, il se passe du temps déjà. Donc, il faut déjà 1 mois avant que l'outil commence à devenir à peu près intéressant et pertinent. Il y a 2-3 trucs qu'on peut faire quand même avant 1 mois, mais globalement, si vous voulez en tirer parti, il faut quand même un petit peu de temps. Et il faut jouer avec aussi pendant ce mois-là. Voilà. On va le laisser dormir pendant 1 mois. On va l'utiliser pour favoriser l'apprentissage. C'est ça, exactement. Donc, il y avait une question qui a émergé, c'est ça? J'ai une question. Oui. Connaissez-vous ce qu'on a accès à l'utilisateur? Excellente question et vous avez fait la réponse en même temps. Donc, vous me faites avancer de quelques pas dans la présentation, mais c'est pas grave, on va traiter le sujet tout de suite. Effectivement, on va le gaver d'informations. Et il va connaître toutes les informations, mais effectivement, l'utilisateur qui va interroger Copilot sur ces données-là, il aura accès ni plus ni moins aux données auxquelles il est censé avoir accès. Alors, nous, très régulièrement, on passe chez nos clients, on fait de la transformation numérique, mais donc on apprend aux clients à bien utiliser Teams, à bien structurer les bases documentaires avec SharePoint, avec Teams, à orienter les utilisateurs à utiliser OneDrive, etc. Mais tout de suite, le constat qu'on fait, c'est que les politiques sécuritaires sont trop faibles, elles n'ont pas été correctement déployées. Donc finalement, Copilot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste appliquer ni plus ni moins la couche de sécurité qui a été déployée en amont. Voilà. Mais si elle n'a pas, ou si elle est lacunaire, eh bien, ne fait que l'appliquer. Ça pose une vraie question parce que par rapport à ce que disait monsieur derrière, vous mettez en marche que Copilot pour 365 avec un utilisateur qui a une grosse vision, genre un admin, on va prendre un admin technique, on va prendre un admin fonctionnel. Et après, vous dites, maintenant que ça y est, ça a commencé à miner, ça a pesandé pendant 28 jours, donc ça commence à donner des résultats. Si je donne l'accès à un collaborateur qui a forcément des visibilités restreintes, est-ce qu'il aura quand même. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas poser une question? Et ce que je veux dire, moi, je vois tout, mais si demain, je le donne à un de mes collègues qui est censé voir que, mettons, 40% dans la politique de l'entreprise, que voilà, comment ça va se passer? Il va falloir pousser un cran votre politique sécuritaire, en fait.
Nous, notre préco, j'y viendrai après, mais pour vous répondre rapidement, il va falloir déployer ce qu'on appelle les étiquettes de confidentialité. Donc, on va aller jusqu'à un niveau de sécurité où on va chiffrer la donnée. On va chiffrer les données qui se trouvent dans les tenants, qui se trouvent, voilà, on va lui appliquer une étiquette pour dire c'est un document public, c'est un document privé, c'est un document d'ordre COMEX. Et donc, même si je suis admin IT, si je suis pas censé avoir accès, j'aurai peut-être accès au répertoire où se trouvent les documents, mais j'aurai pas accès aux documents. Voilà. fait apparaître le rôle dans l'entreprise de l'administrateur culturel d'un documentaliste qui a une vision et qui doit intégrer ces notions. Exactement. Donc, c'est là où je vous disais, votre transformation numérique, elle passe par l'hygiène de vos données, quelque part, vraiment structurer vos données correctement pour que derrière, alors, déjà, vos utilisateurs s'y retrouvent plus facilement et qu'ils soient plus productifs, et que derrière, si vous déployez ces outils-là, ils soient plus performants. Mais ça passe aussi par la sécurité. Il va falloir pousser le curseur de la sécurité un peu plus loin. Parce que, admettons, je sais pas, le cas d'usage que je cite à chaque conférence, c'est il y a des managers dans l'entreprise. Alors, ils n'ont pas accès au système de paye en général, sauf si vraiment c'est le patron, on va dire, et que voilà. Mais en général, le manager, il n'a pas accès au système de paye. Bon. Pour autant, il y a toujours les augmentations annuelles, voilà, cherchez le mot. Et chaque mal à le trouver, ça, c'est bizarre. Ouais, c'est quand t'es à côté de moi. J'envoie un échange. Je vais encore demander des sous. Donc, les augmentations annuelles. Et donc, chaque manager, même s'il n'a pas accès à son système de paye, il a un fichier Excel avec la liste de ses collaborateurs. C'est pas très RGPD tout ça, mais certainement qu'il l'a quand même. Avec la liste de ses collaborateurs, et puis combien il gagne et combien je compte peut-être lui accorder comme augmentation, parce qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille défendre ça devant le patron, etc., etc. Donc, admettons, OK, tout ça, c'est la réalité aujourd'hui, et c'est certainement vous allez vous retrouver dans cet épisode de la vie dans l'entreprise. Vous faites apprendre ça, vous déployez un copilot, et vous avez mis aucune règle de sécurité en amont, eh bien, quelqu'un de manière intentionnelle ou inintentionnelle qui va utiliser le prompt, il va accéder. Alors, cette information, il aurait pu la trouver si elle n'était pas bien été sécurisée, mais ça aurait été compliqué parce qu'il aurait fallu les fouiller dans les tenants, aller dans les répertoires, s'assurer que j'ai bien les droits, etc. Ça aurait été laborieux. Mais là, avec le prompt, je pose la question combien gagne mon patron, combien gagne mon voisin de bureau. Et si on n'a pas bien sécurisé l'information en amont, eh ben, on va accéder à cette information. Ni plus ni moins. Le premier niveau de sécurité, quand même, pour faire une réponse plus simple, c'est que si je demande quelque chose à Copilot, même s'il sait l'information, si moi, je n'ai pas le droit d'accéder, si le fichier dont parle Michel, il est sur le OneDrive de Michel et qu'il ne l'a pas partagé, Copilot, il l'aura cartographié, mais il ne va pas me donner la réponse parce que je n'ai pas le droit d'y accéder. C'est déjà une première sécurité, c'est déjà bien ordonner ces documents et mettre les infos sensibles dans des endroits où on sait que l'accès est géré. C'est déjà une première chose. Ouais. Ça amène deux questions. La première, c'est peut-on avoir des prompts, des questions interdites? La première question. La deuxième question, peut-on avoir un log par utilisateur pour que justement le RSSI puisse dire, selon un certain nombre de critères, s'il y a des questions qui ont été posées, moi, automatiquement, je suis alerté et je traite. Alors, il y a des alertes. Le log par utilisateur, je ne suis pas sûr qu'il soit légal. Pas trop le droit d'aller chercher ce que l'utilisateur met comme compte. Et à la limite, sauf sur des questions interdites. Ouais, mais après, les questions interdites, alors Copilot s'auto-censure lui-même, mais là, on est obligé de faire confiance quelque part à. Le de la paye est intéressant. Ouais. Combien machin gagne? Si c'est un collaborateur du service informatique, ça ne le fait pas. Si c'est quelqu'un du service RH, c'est jouable. Donc ça, on peut éventuellement avoir des étiquettes ou des moyens de cadrer un peu ces recherches. Ouais, le moyen le plus simple, c'est de vraiment sécuriser en amont la donnée, en fait. C'est le moyen le plus fiable parce que finalement, l'outil va ne faire que restituer votre politique de sécurité. Donc, c'est pour ça que je parle de maturité, finalement, de maturité des organisations au déploiement de ce type d'outils, maturité numérique, bien structurer les données et bien les sécuriser. C'est vraiment une étape importante, cruciale. Alors, ça ne va pas vous empêcher d'avoir cette réflexion, parce qu'il va falloir y aller de toute façon, ça n'a pas tellement le choix. Mais, je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas y aller n'importe comment.
Donc, il faut vraiment se poser à un moment donné. Et le bon conseil qu'on peut vous faire, c'est quand même déjà de faire auditer vos tenants. Des consultants comme ceux qui sont dans mon équipe, en une demi-journée ou une journée, ils vont rapidement vous dire 2 journées. On verra. Au cas par cas. Ça dépend combien le rend vend la C'est pas. Mais très rapidement, on va vous faire on va vous dire voilà, on va déjà parler au plus pressé. Si on va voir, si on voit vraiment des trucs énormes, on va tout de suite les corriger avec vous. Mais tout de suite, on va vous dire quelle est la marche à franchise avant de pouvoir déployer ces solutions de manière safe. Je me suis rendu compte que j'avais laissé Ouais. C'est une bonne question. Alors, sur la sécurité, Instantané. je l'aurais dit instantané, mais en fait, j'ai fait le test plutôt sur une information. Sur la sécurité. Je pense que c'est le même fonctionnement, c'est Microsoft Graph derrière qui passe info. Hier, j'ai fait le test, je lui ai mis une donnée qui n'existait pas dans notre système d'info et j'ai posé la question tout de suite à Copilot dans les 20 secondes qui suivaient, il trouvait l'info. Donc, j'imagine que comme c'est lié à la même techno, c'est le Microsoft Graph, j'imagine que pour la sécurité, c'est pareil. À partir du moment où on va mettre l'étiquette de sécurité, de confidentialité, ça va s'appliquer. On avait une autre question là-haut. Ouais. Pour revenir sur ce que tu disais sur la sécurité, l'administrateur il va avoir accès à tous les documents. Non. 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 On peut administrer un tenant sans avoir accès à tout le contenu. On sait potentiellement que les espaces existent, mais on n'a pas forcément accès. Allez, C'est une des premières normalement règles sur l'administrateur de tenant. C'est qu'un administrateur de tenant, ben, il n'a pas de fonctionnalité. Il n'a pas de licence. Et donc, par définition, s'il n'a pas de licence, il ne peut pas exploiter. On avance. On avance, c'est vrai que je vois. Ouais. Voilà, ça, on va. Ouais, je pense la partie Azure, ça va être comme premier, je pense. Donc, on bascule maintenant sur Copilot, dans M365. Donc là, on a payé la licence et vous voyez le petit bouton. Pardon. On a un petit quart d'heure de rab. D'accord, ok. la logistique. Ok, d'accord. On peut déborder d'un petit quart d'heure. Ok, bon. Donc cette fois, je bascule sur mon environnement de travail. Copilot a imprimé des informations et je vais pouvoir jouer sur des informations. Et donc là, par où commencer d'ailleurs, il vous propose un certain nombre de prompts déjà qui peuvent être intéressants. Et donc là, j'avais préparé des démos. J'espère qu'il ne les a pas, mis à la poubelle cette fois. Voilà, par exemple, je lui ai demandé que faut-il retenir des emails de la semaine dernière. Voilà, donc ça tombe bien, c'est une petite semaine. Moi, je suis en congé, j'ai pas eu beaucoup de mails, il y en avait quand même. Et donc, il va me faire un petit rapport automatiquement sur un bot mail et me dire des choses importantes. Voilà. Et après, je vais pouvoir continuer à dialoguer avec lui. D'accord. On est toujours dans ce principe du dialogue en entonnoir. On part de quelque chose d'assez générique pour l'amener vraiment dans quelque chose de plus précis. Donc, je vais pouvoir continuer soit à utiliser l'assistant de prompt pour lui poser des questions, soit, par exemple, soit rédiger moi-même ce prompt. Hop, on va chercher, on va le laisser chercher. Je vais passer à la suite. Ouais. Autre cas d'usage, qu'est-ce que je lui ai demandé là? Aidez-moi à savoir plus sur. Alors, il y a un petit. Voilà, Kumba, c'est une offre de containerisation que commercialise chez Alista. Donc, moi, pareil, là, je reviens un peu sur. Je crois que c'était tout à l'heure la question qui était posée. Hein. Donc, c'est un peu le même cas d'usage que celui que j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai pas besoin d'aller chercher le fichier PDF pour lui demander quelque chose sur une offre. Là, je vais parler de l'offre de manière générique. Hein. Vous voyez, je vais demander de me sortir des informations sur le Kumba et commencer par une rédaction détaillée qui explique ce que c'est et pourquoi c'est important. Incluer 2 analogies qui permettent de comprendre facilement comment cela fonctionne. Enfin, incluer une liste de liens vers lesquels je pourrais approfondir mes connaissances. Voilà, donc là, on refait un peu le même cas d'usage que tout à l'heure, mais sans un support PDF. Donc, ça veut dire qu'il va aller chercher dans toutes les informations qui sont à sa disposition dans l'intranet, dans Teams, qui va trouver sur Kumba et il va faire son marché pour me construire une réponse qui lui paraîtra pertinente. Et c'est là, effectivement, où intervient la nécessité de bien structurer vos données. Si vous avez des données de fiches techniques dans tous les sens, des V1, des V0, des V-Hul, des points draft, des points je sais pas quoi, lui, il va tout reprendre.
Il va tout apprendre. Donc là, et il va vous sortir un globi-bouga. Enfin, voilà. Ouais. Il va vous faire sortir un truc improbable. D'où l'intérêt de regarder les références à la fin de la réponse, pour voir de quel document il s'est inspiré. Voilà. Effectivement, il vous sort ses références. Donc, vous allez pouvoir vérifier si c'est les bonnes versions, les bonnes dernières versions. Mais une manière la plus simple, quand même, c'est d'avoir une base documentaire propre, avec une hygiène, avec des règles assez déterministes, hein, finalement, et qu'on applique réellement pour que derrière, les 28 € que vous allez injecter par utilisateur, il y a vraiment un retour sur investissement. Donc, vous voyez, il y a quand même toute une assez importante à mettre en œuvre une maturité. Alors, je reviens à ce concept de maturité numérique à implémenter avant de pouvoir tirer un bénéfice vraiment de ces outils. Dernière possibilité d'usage, qu'est-ce que c'est ce truc? C'était quoi celui-là? Je ne me rappelle plus. Non, c'était tout. C'était dans Teams. Alors ensuite, donc là, on était dans Edge. Hein. On était dans Edge. On va basculer sur Outlook avant Teams. Donc, vous voyez, dans Outlook, j'ai aussi un bouton Copilot maintenant. Donc, on va travailler là-dessus. Un des premiers cas d'usage, c'est lui demander, voilà, j'ai reçu un mail. Vous recevez tous des mails comme ça. Vous voyez, bon, il n'y a rien de confidentiel, rien de très intéressant non plus. Il y a un échange de mails improbable. Et à la fin, moi, j'arrive dans le truc en copie. C'était quoi t'en penses quoi? En gros, c'était ça, hein, je vous l'ai fait compte. Donc, j'ai demandé à Copilot de mon résumé par Copilot. Donc, ça, c'est un des premiers cas d'usage qui est extrêmement intéressant. C'est le fameux résumé. Et donc, là, il est directement intégré dans votre outil du quotidien. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un copier-coller. Et il va vous faire votre analyse en direct là. Il va vous faire un résumé assez bien fichu, normalement, de ce document. Deuxième application. Je vais lui demander de créer, de rédiger tout simplement. Je vais lui demander, par exemple, là, je vais préparer le prompt, propose 3 créneaux de rendez-vous entre le 4 et le 6 juin à Quentin pour notre prochaine réunion de suivi d'un POC quelconque, là, qu'on est en train de faire chez nous, en tenant compte de mes disponibilités dans mon agenda. Je pourrais jouer sur le style que je veux. On va rester comme ça, on s'en fiche, hein, peu importe, et puis on va le laisser générer la réponse. Donc là, il va aller regarder dans mon agenda, mes dispos, etc. Normalement, il va me faire une proposition. Donc, je travaille, je vous montre le dernier cas d'usage avec Outlook. Voilà, j'ai rédigé un mail, peu importe. C'était sur un candidat, je voulais voir un candidat pour un recrutement quelconque. Bref, j'ai préparé mon mail, mon brouillon. Là, j'ai dans ma barre d'outils Copilot, j'ai soit lui demander de faire le brouillon, soit lui demander qu'est-ce que tu en penses de mon mail. Voilà, donc, j'ai fait tourner la partie coaching sur ce mail. Donc, vous voyez, il va vous faire un petit coaching. Voilà. Il va vous fournir un certain nombre de conseils pour améliorer votre mail. Après, vous les appliquez, vous les appliquez pas, hein, peu importe. Mais souvent, quand on est sur des mails un peu touchy, parce qu'il faut qu'on écrive à un client, parce qu'il faut qu'on réponde à un mail un peu indicatif, où il y a de la tension, ce genre de choses. Voilà, moi, souvent, j'ai des mails et je me dis, je ne vais peut-être pas l'envoyer copier celui-là. Et donc, en général, je le laissais reposer dans mes brouillons pendant 1 heure ou 2, je le relisais, et puis je le changeais. Voilà. Bon, là, on peut le faire en direct avec cette fonction coaching. Il va vous aider à faire des choses un peu plus adaptées et plus sympas. On va revenir sur la partie génération du brouillon. Est-ce qu'il me l'a fait? Voilà. Donc, bonjour Quentin, j'espère que tu vas bien, que le POC Mendo se passe bien, blablabla. Blablabla. Il a été chercher des dispos dans mon agenda et il propose directement des créneaux. Les créneaux sont pas d'accord avec mes disponibilités dans mon agenda, mais si aucun ne te convient, blablabla, bisous. Voilà. Après, je peux lui demander de retravailler sur la tonalité du message. Et puis je peux tout simplement lui dire conserver. Et puis là, mon message il est prêt à envoyer et je l'envoie. Okay. Donc ça, c'était Copilot directement dans Outlook. Derrière, on a dans Teams. Et là, c'est peut-être s'il y avait une fonctionnalité qui justifiait d'emblée pour certains postes, sans creuser davantage, la pertinence de payer 28 € par mois, c'est bien celle-ci. C'est la capacité de faire des comptes rendus de réunion dans Teams. Là, l'effet, il est vraiment assez waouh.
Donc là, je vous ai pris une réunion à Dista quelconque sur un sujet générique où il n'y a pas d'enjeu de confidentialité. C'est toujours un peu la difficulté de ces démos où on le fait avec nos propres données. Donc, vous voyez là que j'ai mon onglet récapitulatif que vous n'aurez pas si vous ne payez pas les fameux 28 € par mois. Et donc, il y a une transcription qui a été faite de toute la session, hein, de toute la réunion. On va pour retrouver les différents intervenants, à quel moment ils ont parlé, etc., etc. Donc, la transcription est faite. Et donc, il m'a généré automatiquement le compte-rendu de la réunion et puis même les tâches de suivi. Il dit gestion de crise, finaliser le processus simple et opérationnel pour déclencher et gérer une crise. C'est Cindy et c'est Amanda parce qu'il a vu qu'à ce moment-là, c'était Cindy et Amanda qui ont parlé, etc., etc. Donc là, c'est quand même ultra puissant. C'est vraiment ultra puissant. Petite limite quand même. Nous, on l'a testé l'autre jour. J'ai voulu faire le malin à un codir. J'ai dit, patron, c'est moi qui prends le compte-rendu aujourd'hui. Je suis de faire premier copilote. Pas de chance, on n'était que 3 à distance et il était 15, enfin pas 15, il était 10 dans une salle de conférence sur une pieuvre. Donc là, donc en fait, un, il ne reconnaît pas qui parle quand c'est comme ça. Pas encore en tout cas. Et puis deux, si la pieuvre est de qualité médiocre, la captation, elle va pas être bonne. Donc, hormis ce cas d'usage où effectivement le compte rendu il était plutôt déceptif pour la peine, et il a fallu que je me le reprenne à la main. Hormis ce cas-là, je peux vous garantir à chaque fois qu'on l'a testé, quand on est vraiment dans les meeting Teams, que chacun a un casque ou un périphérique qui fonctionne, ça marche du peu de Dieu. C'est vraiment ultra puissant. Et pareil, toujours le même principe, une fois que ma transcription est faite, je vais pouvoir jouer sur le contenu, au-delà du résumé, poser des questions. Qu'est-ce que je dois mener comme action? Est-ce qu'il y a eu des temps, des moments de tension? Il va faire un peu d'analyse aussi qualitative et est-ce qu'il y a eu de la tension? Est-ce que c'était plutôt détendu, etc. On va vraiment pouvoir jouer sur ce contenu et l'interroger. Ça marche aussi, il n'y a pas besoin d'attendre la fin. Ça marche aussi pendant la réunion, si vous arrivez en retard, par exemple. 10-15 minutes de retard, qu'est-ce que j'ai raté? Pratique. Donc voilà, nous clairement, sur certains jobs chez Avista, là, on est en train de se dire, ouais, en fait, rien que pour cette fonctionnalité-là, ça vaut le coup d'y aller. Parce que soit c'était une grosse partie de l'activité du collaborateur, et c'est bien dire, souvent c'est bâclé, c'est prenant, soit carrément c'est censé être dans le poste du collaborateur, mais c'est tellement pénible à faire qu'ils ne le font pas. Voilà. Donc là, quelque part, par exemple, sur les chefs de projet, rapidement, on peut récupérer de la qualité, finalement, davantage de qualité dans la production, avec la garantie qu'un chef de projet un peu technique qui n'est pas super copain avec la rédaction, cette fois, il n'a plus besoin de rédiger, hein, c'est l'outil qui le fait pour lui. Et donc, on aura un suivi des différentes réunions qui sera assuré par l'outil. On fait un petit peu sur Azure. On fait le crossover quand même avec PowerPoint? Ouais, on n'aura pas le temps de parler. Ouais, si, je pense qu'on fait. Je préfère rester sur. Ouais, ça. Ouais. On va faire, pour finir, une petite démo, un petit crossover de Copilot à Copilot pour M365. Je laisse. C'est moi qui manipule ou Je tu manipules? Donc vous avez peut-être entendu parler de la dernière norme réglementation NIS 2, qui parle de la cybersécurité pour les entreprises, une norme réglementation européenne qu'il va falloir appliquer d'ici octobre. Donc, je vois des visages qui trahissent le fait que vous ne connaissez pas tous NIS 2. Donc, nous, c'est pareil, hein, ça nous tombe dessus, c'est quoi NIS 2? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout simplement, plutôt que de déplucher Internet à la main, je vais demander à Copilote, explique-moi c'est quoi NIS 2. Moi, je suis plutôt admin, c'est mon métier, donc tu peux me parler technique. Donc là, voilà, tu es expert en droit, tu es expert en cybersécurité, explique-moi ce que c'est NIS 2. Tu aurais dit une analyse approfondie de la nouvelle directive. Enfin, bref, on a fait un prompt un petit peu détaillé pour les spécialistes. Je me pose au spécialiste. Et là, on va avoir une étude, c'est quoi NIS 2, quel type d'entreprises sont affectées, c'est quoi les impacts. Voilà, les détails importants que tu dois savoir en tant que spécialiste de la cybersécurité en entreprise. Là, on a quelque chose, on va dire, plutôt adressé pour moi. Mais moi, je suis spécialiste du sujet. Mon DSI ou mon patron n'est pas forcément tous les termes techniques. On pourra peut-être nous faire quelque chose d'un peu plus
plus accessible. Donc, on va lui demander une note de synthèse à destination. Donc là, c'est du DGS et des élus. Voilà, en lui disant, explique ça plutôt de manière simple, enlève un peu l'expertise, fais-nous quelque chose d'abordable. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation. Et là, on a cette note de synthèse qui est déjà un peu plus facile d'accès au commun des mortels. Et puis surtout, le pourquoi on est concerné, ça c'est important aussi. Pourquoi nous, notre organisation, on est concerné. C'est quoi les échéances, quelles actions on va faire et quelles sont les échéances et les moyens qu'on va y mettre. Il y a même le plan d'action. Même un plan d'action proposé, qu'on pourrait presque détailler, on pourrait presque dire aussi avec le pilote, vas-y, détailler un peu plus, qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour plus en détail, etc. Bon, tout ça, j'ai le texte, je suis dans le copilote web, j'ai le texte, je vais l'exporter et je vais mettre un copier-coller dans un Word parce que j'ai plutôt besoin d'un fichier que je puisse envoyer, exporter. Donc j'ai l'exportation. Vous voyez que c'était une fonctionnalité qu'on ne vous avait pas montrée jusque-là, mais à partir de Copilot, vous pouvez exporter en PDF, en Word, en Excel, si c'est des tableaux qui ont été générés. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité sympa. Donc là, j'ai ma note de synthèse dans Word. Si j'ai Copilot pour M365, on arrive au deuxième volet, le Copilot Web accessible à tout le monde, et le Copilot pour M365 dans les applications à 28 € par mois par utilisateur. Là, je peux lui demander de retravailler le contenu. Dans Word, je peux très bien lui dire, tiens, réécris cette partie, c'est comme ça. Et on voit là le volet à droite, là, Michel est dans PowerPoint, mais ça marche de la même manière. Et puis, cette note de synthèse, elle est très bien, mais en fait, je vais plutôt parler du sujet en codir, présenter ça au début. Et le mieux, c'est quand même de le présenter avec un diapo. Et là, depuis mon Word, je suis capable de générer un PowerPoint. Je vais dans PowerPoint, je vais dire, tiens, j'ai des notes là, j'ai tout mon contenu, fais-moi un PowerPoint pour que je puisse faire ma présentation. On va faire la démo en direct. Donc, je vais aller chercher le fichier Word qui a été créé. Je lui demande de travailler dessus. On va le laisser travailler parce que c'est un peu long. Des fois, ça bug quand même. Faut pas se mentir. Pas vous dire que c'est toujours à 100%. Je vous le redis, c'est des solutions qui sont disponibles depuis 3 mois à peu près pour le commun des mortels. Donc, c'est des solutions qui évoluent tous les jours. Tous les jours, il y a de nouvelles fonctionnalités. Tous les jours, elles sont améliorées. Et donc, si on vous refait cette conférence dans 3 mois, elle sera certainement et nécessairement différente parce que les solutions auront encore évolué d'ici là. Voilà, donc je l'avais fait tourner hier soir. Et donc, il m'a fait mon PowerPoint. Et à partir de mon fichier Word, alors c'est un brouillon, c'est un brouillon. Là, vous voyez, j'ai tout mon texte qui a été traduit. J'ai aussi dans les notes en dessous le texte. Et potentiellement, je peux demander aussi à PowerPoint, copie là-dedans PowerPoint. Voilà, c'est un peu trop verbeux. Mets-moi plutôt le texte dans les notes en dessous, remplace le texte par des images, par des bullet points, etc. Je peux retravailler aussi un peu le contenu et un peu la mise en page. Je dis un peu parce que, comme a dit Michel, c'est pour l'instant pas encore tout à fait au point. Parfois, ça va marcher, parfois, il ne va pas vous voir. Mais déjà, on est capable de passer beaucoup d'étapes très, très vite, depuis la recherche à la synthèse, prise de notes, réécriture des notes, et puis ensuite démarrer une présentation. Ça, normalement, ça prend quand même quelques heures de travail. Là, on l'a fait en quelques minutes. Donc, il vient de finir le document que j'avais lancé en direct live. Là. Je ne vais pas imposer d'autres. Là, il a choisi lui-même le thème. Et vous voyez, il a été chercher quand même des illustrations qui évoquent la cybersécurité ou la défense d'une manière générale. C'est une pictographie qui évoque ça. Donc, à aucun moment dans le prompt, je lui ai dit mets des images qui évoquent la cybersécurité. Il l'a fait automatiquement en analysant le contenu. Alors, vous aurez une génération un peu différente à chaque fois. C'est l'aspect IA générative. Si vous avez déjà un contexte d'IA générative, posez la même question, vous n'aurez pas tout à fait la même réponse. Ce sera peut-être la même idée derrière la réponse, mais elle sera peut-être écrite légèrement différemment. Là, c'est pareil, le PowerPoint ne sera peut-être pas tout à fait pareil d'une fois à l'autre. Peut-être une slide avec une photo plus bouclier, et puis l'autre, c'est plus un cadenas. Normalement, c'est annoncé pour fin mai, je crois. Ouais.
Vous achetez des licences, mais c'est des produits qui ne sont pas finis. On commence à être habitué à ces mécanismes désormais qui sont imposés chez tous les éditeurs. Les produits évoluent en permanence. Fonctionnalité est annoncée pour fin mai, mais tous les jours, il y a des nouvelles releases. Il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, qui nous perturbent un peu des fois, mais voilà. Faut rester en veille. Donc là, on a fait le copilote, disons, gratuit et copilote pour M365. Il nous reste peut-être 5 minutes si on veut essayer d'aller un peu plus loin. Peut-être avant un petit. Je voulais passer quelques slides avant celle-là. Ouais. On va revenir quand même sur. Ouais. Donc, je vous l'ai dit, pour résumer, très très vite, on a été capable de générer quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, on va gagner beaucoup de temps pour atteindre un bon niveau. Ce que montre cette slide, c'est que sans IA, le démarrage est beaucoup plus laborieux. J'aurais dû faire beaucoup de recherches, comprendre, moi-même la synthèse, etc. Et la phase de OK, qu'est-ce que je vais restituer? Est-ce que ça va être bien, très bien ou exceptionnel? Ça va me prendre, je vais la démarrer beaucoup plus tard. Donc, je vais concentrer mon énergie plutôt sur les phases du bas, on va dire, plutôt en haut, là, sur le schéma, sur les phases les moins bonnes. Avec l'IA, je vais pouvoir gagner du temps et ce côté laborieux bof, je peux le zapper et je vais démarrer déjà avec quelque chose de qualité. Et là, le temps que je vais passer dessus, c'est pour l'atteindre l'exceptionnel plus facilement, pour atteindre vraiment le niveau que je cherche. Donc c'est ça qu'on a montré. Typiquement, la recherche sur NIS 2, en quelques minutes, on avait déjà une presse. Moi, ça m'aurait pris une demi-journée de travail pour faire les recherches, la synthèse, le faire un PowerPoint, passer une demi-journée. Voire une journée, parce que j'aime bien que mon PowerPoint soit bien aligné. Tu veux conclure sur... Oui, donc finalement, pour réagir un petit peu, ça peut être aussi quelque part un outil pour faciliter le changement, parce que je sais que dans vos organisations, chez Adista, c'est le cas aussi, il y a beaucoup d'interrogations, les collaborateurs, mais demain, les outils vont nous remplacer, on n'aura plus rien à faire. Voilà. C'est pas le cas. C'est pas la vision de ces outils-là. Il y a forcément des métiers qui vont être impactés. Je suis pas en train de dire que ça va changer. Ça a toujours été comme ça de tout temps. On ne sait pas encore à quelle profondeur ça va changer les choses, mais il y a certains métiers, effectivement, les juristes, les professions qui publient beaucoup de contenu, finalement, les développeurs, avec la génération de code par ces outils-là, vont avoir leur métier profondément impacté. Maintenant, sur d'autres métiers, au quotidien, on va avoir des collaborateurs augmentés. Ça ne va pas faire le boulot à la place du collaborateur, par contre, ça va améliorer sa productivité, ça va lui ramener aussi des capacités de créativité qu'il n'avait pas nécessairement, parce qu'il n'est pas infographiste, parce qu'il n'est pas rédacteur, parce qu'il n'a pas forcément toujours le temps de brainstormer, de trouver des bonnes idées. Donc ces outils-là vont apporter ce gain de productivité, ce gain de créativité qui est indéniable. Donc c'est vraiment un allié, il faut voir ça. Je pense que pour la peine, la Microsoft a vraiment trouvé le nom adéquat pour marketer son produit. Copilote, c'est vraiment un copilote. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ça vous génère des brouillons, ça vous fait gagner du temps, mais ça ne fait pas le boulot à votre place. Du coup, on va très rapidement. Il reste du temps ou pas? Il reste 5 minutes. Non. On va en faire un. Allez, on va faire. On a les deux cas. On parlait tout à l'heure de détection d'objets. C'était votre question. Est-ce qu'on peut lui faire manger une banque d'images, l'entraîner à reconnaître des objets? Là, on va plutôt aller sur une IA qu'on va devoir concevoir ad hoc, donc exprès pour votre besoin. Et là, on va aller chercher du côté d'Azure toute cette bibliothèque, ces briques de Lego d'IA qu'on peut déjà utiliser ou même personnaliser. Et là, on voit, on a toute une liste de briques d'IA. Nous, on a fait des démos sur le bot, à qui on a fait ingurgiter beaucoup d'informations. Et aussi document intelligence, pareil, on demandait de traiter le document pour ressortir de l'information, etc. Donc, ce qui est important, c'est comme avec Copilot, vous l'entraînez, les données sont toujours à vous, toujours sécurisées. Donc là, on a fait une petite démo, c'est un chatbot. Alors, imaginez, vous êtes service RH
service RH, je sais pas, c'est à peu près 10 personnes pour 500 personnes dans l'entreprise. Les 500 personnes dans l'entreprise ne sont pas toujours très bien au fait des droits qu'ils ont pour les congés, pour les congés paternité, ce genre de choses. Et du coup, ils vont solliciter la RH. Mais imaginez ça, fois 500 personnes ou même plus, sur seulement 10. Donc, ces 10 personnes-là perdent un temps fou à répondre toujours aux mêmes questions, alors que l'info est écrite quelque part dans le système d'information. Plutôt que d'aller chercher une personne ou de perdre du temps à chercher dans un système d'information, dans un système qualité, on va juste poser la question à un chatbot qui lui connaît toutes ces informations-là. Donc c'est ça, ce cas d'usage. Voilà, je suis cadre au forfait 216 jours chez Adista. Expliquons mon contrat de travail. Est-ce que j'ai droit à des GRS? GRS, c'est l'équivalent des RTT pour le cadre au forfait jour. Combien, comment ils sont calculés, voilà. Et là, du coup, j'ai mon chatbot qui me répond. Alors, c'est généré, hein, c'est-à-dire qu'il a appris, c'est pas copier-coller du contenu. Là, c'est vraiment, il m'a régénéré le texte de façon, on va dire, plus compréhensible, plus synthétique par rapport à ce qu'il y a dans le contrat. Ensuite, j'avais une autre question. Ouais, elle arrive. Elle arrive. Tu cliques à côté. Voilà. Donc, à quel type de couverture mutuelle puis-je souscrire? Pareil. C'est quoi mutuelle chez nous? Détaille-moi les garanties, etc. Voilà. Donc, et là, on est passé sur un autre sujet parce que j'avais d'autres questions plutôt sur la technique. Donc, oui. Question assez large. Dans quelle mesure est-ce que vous avez déjà des connecteurs avec des logiciels tiers? Oui. Je reste dans des CRH, avec un autre éditeur. Ouais. Comment est-ce que je peux créer des connecteurs pour lire les bases de données sur d'autres systèmes d'information? Alors, et pouvoir répondre et chercher ces données ailleurs que dans l'environnement. Oui, tout à fait. Il y a des connecteurs. Il y a des connecteurs sur des outils connus. Alors, je ne connais pas les outils de SIRH, mais par exemple, sur ServiceNow, un outil de gestion technique, il y a des connecteurs, on va dire, qui existent déjà sur les principaux outils d'entreprise. Il y en a certainement sur du Sage ou ce genre de choses. Sur SAP, voilà, information. Mais il y a aussi les API pour développer vos propres connecteurs. Si jamais il n'existe pas, si jamais il n'est pas déjà mis à dispo par le conseil. Donc oui, on est capable d'aller chercher de l'information en dehors du tenant 365 pour que le chatbot puisse nous répondre. Et il y a alors l'API pour ça. Le connecteur qui va aller, voilà. C'est ça. Puis un logiciel tiers. Ouais. On est sur deux modèles économiques différents. Dans Copilot, vous pouvez étendre au travers de connecteurs la connaissance de Copilot au-delà du tenant 365 et donc ouvrir vers d'autres systèmes d'information au travers de ces fameux connecteurs. Là, vous payez des licences par utilisateur de Copilot, d'accord? Donc, si vous voulez étendre Copilot et adresser, par exemple, ce type de cas d'usage, il va falloir fournir des licences à tout le monde. Okay. Là, on est sur un modèle Azure où on est facturé à la consommation. Donc, il y a un développement spécifique. On n'est plus dans Copilot. On a un développement spécifique où on lui a fait apprendre une partie du système d'information d'Adista. Et donc, on met à disposition un chat de n'importe quel collaborateur. Cette fois, on ne paye plus de licence. On paye à la consommation, c'est-à-dire au nombre de la quantité d'informations que je lui ai fait absorber pour son apprentissage, et puis au nombre de questions qui vont lui être posées et à la quantité de réponses qui peut être fournie. C'est un modèle un petit peu différent, mais cette fois, j'ai plus besoin de fournir des licences pour que les collaborateurs puissent accéder à la fonctionnalité. Les collaborateurs et même les clients potentiellement, parce que ça peut aussi sortir de l'entreprise dans ce cas. Ça peut être un chatbot sur votre site web pour renseigner vos clients. Sur mesure. Oui, là, c'est sur Azure, tout est sur mesure et vu que c'est à l'usage, disons que c'est au début assez compliqué d'établir une tarification précise. On peut soit avoir une fourchette parce qu'on va savoir à peu près le nombre d'entrées et de sorties qu'on va avoir. C'est un plan de service, ça se calcule par rapport à la fréquence et à la Voilà. On va être vraiment sur le business case, hein, donc là il va falloir regarder quelle est la solution la plus adaptée. Est-ce qu'on va sur le modèle de licence, est-ce qu'on va sur le modèle à la consommation? Derrière, là on a fait les démos avec des moteurs OpenAI, donc ChatGPT, donc on en a déjà parlé. On peut acheter autre chose que des modèles OpenAI sur Azure. On pourrait acheter y compris des solutions françaises, hein, typiquement Mistral, un LLM français est disponible au travers
Donc, on aurait pu faire exactement le même développement, mais pas avec un moteur américain, mais avec un moteur français. Donc, ça, c'est aussi important de le savoir. Donc, il y a toutes ces réflexions, quelque part, à avoir un petit peu en amont sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, quel est le modèle économique le plus adapté. Poser ce service-là. On nous accompagne sur la réflexion au travers de ces sujets-là. Il y avait une équipe de développeurs. Les documents comme ça, Oui. Alors, Non, c'est le document à nous. On l'a entraîné. Le développeur est là, justement. il pourra nous en parler, c'est Adrien. J'ai oublié de le présenter tout à l'heure. Il n'intervient pas en tant que speaker aujourd'hui, mais vous pourrez lui poser plein de questions. Et il est expert sur l'entraînement de CCFIS, hein, comme il aime bien les. Et il est aussi expert en cybersécurité. ta question, c'était pour savoir si tu avais mis derrière une base constituée, une base Tu peux en avoir une manière dont ça fonctionne, c'est que finalement, en fait, ça, la partie OpenAI, finalement, que tu peux, en fait, reste fort. Je veux dire que mon GPT-4, en fait, suite à ça, c'est juste la partie de la génération. Néanmoins, tu vas avoir une vie, des services que vous faites. En fait, ça va être là, finalement, la partie réflexion. Parce que le GPT, lui, et suite à ça, tu vas avoir l'équivalent de la partie qui est mémoire. Pardon, si tu peux appeler ça comme ça. Et là, en fait, ça va se manifester par quelque chose qui s'appelle un index. Et là, en index, effectivement, tu peux, par exemple, utiliser un Lutherage Azure, je pourrais utiliser une base de données MongoDB, SharePoint, pour une des questions qui avait été posée par monsieur tout à l'heure avant. Là, par exemple, comment indexer une application tiers, un SIA, une application pour lui dire, in fine, en fait, je ne peux pas traiter avec des données pour pouvoir, en fait, limer les apprendre et Il y avait utilisé la technique pour. ça peut pas arriver que en fait, tu peux utiliser toutes ces notes-là, et après, ça va juste dépendre de quel moment tu vas rafraîchir en fait, ta donnée. Du coup, si tu vas être sur aller chercher une base, en fait, on va supposer que ta base vit, et du coup, là, je vais avoir un refresh, par exemple, tandis que là, comme c'était surtout en fait, dans un but de démo aussi extrêmement de consommer moins d'argent, là, clairement, en fait, c'est un level fort. Du coup, On va terminer parce que t'es loin du micro. En fait, les gens sont, à mon avis, ne sont pas sportifs, ils n'ont pas dû entendre l'échange. On avait une dernière démo. Je vous ai parlé tout à l'heure du document intelligence dans les briques Azure. On a fait un petit, pareil, on a un petit démo autour de ça. Donc là, autre cas d'usage, vous êtes une direction juridique, à peu près le même volume que direction RH, donc quelques personnes pour des milliers de contrats, avec un historique. Imaginez une entreprise comme Adista qui a plus de 40 ans, avec des rachats, des fusions, etc. Donc, une Contratech très hétérogène, avec des offres assez différentes, assez variées, et un historique du coup, assez conséquent. Comment sortir de la matière de tout ça? Pour un directeur juridique, ce qu'il faut savoir, c'est les contrats qui vont bientôt potentiellement être renouvelés, le montant, etc. Il va y avoir des statistiques sur tout ça, c'est assez compliqué à tenir. Donc, on va utiliser Microsoft Syntex, qui est un outil de intelligence, qui va nous permettre justement de valoriser tout ce contenu. Et là, on a des métadonnées. Donc il y a beaucoup de choses floutées par souci de confidentialité, mais on voit qu'il y a différents types de contrats et on voit aussi, par exemple, des couleurs sur les lignes pour dire attention, là, on a des contrats qui vont bientôt devoir être renouvelés. Ça peut aussi donner des indicateurs aux commerciaux, gérer ces comptes clients. Et du coup, cette technologie, en fait, elle va permettre de reconnaître certains éléments pour peupler ces métadonnées. Donc, l'IA va lire le document, elle va savoir où se trouve le nom du client, où se trouve le numéro de tirette. En tout cas, elle va savoir le reconnaître parce qu'on a potentiellement plusieurs modèles.
On parlait tout à l'heure de normaliser les documents, d'avoir une GED. On peut aussi passer par normaliser les documents, hein, avoir des contrats où les mêmes types d'infos sont toujours au même endroit pour améliorer l'efficacité de l'IA. Ça va nous permettre de travailler sur donc, du coup, des documents structurés ou non, mais si les documents sont structurés, c'est mieux. On va classer des informations. Vous voyez, la durée d'engagement, la date de fin, etc. Tout ça, c'est des informations qui sont dans le document qu'on a ressorti et enregistré en métadonnées grâce à cette IA. Et on va potentiellement aussi être capable de générer des nouveaux documents grâce à de l'assemblage de contenu en ressortant les informations de divers documents sources. Donc là, en tant que juriste, j'ai valorisé mon contenu, j'ai réussi à ressortir de la valeur assez rapidement. Hein. Je lui ai donné tous mes contrats et vas-y, je te mets tout dans une base documentaire, tu manges tout, tu me classes tout ça et en plus, j'ai même des indicateurs visuels pour savoir sur quel contrat je dois agir en premier, par exemple. Voilà pour ce qui est de la document intelligence. Ouais. Juste rapide, là, on est en train de traiter un cas d'usage où un client s'est fait cryptoloquer et il avait un export de ses données sur des fichiers APLA PDF. Donc, une base PDF colossale de fichiers non structurés. Donc, là, un des cas d'usage qu'on est en train de poker, hein, on va voir si ça marche, c'est d'utiliser cette technologie-là pour appréhender tous ces fichiers PDF et l'aider à redémarrer plus rapidement pour reventiler les données dans une base de structure. Voilà. Les perspectives aussi de ce type de technologie. J'avance. Allez. Donc, on a vu Copilot pour M365. Donc, Copilot, c'est gratuit. Ça permet déjà de faire pas mal de choses, notamment tout ce qui est génération de texte, génération de contenu. Copilot pour M365, on est sur les données d'entreprise. Donc, il y a un step de maturité plus important à prendre en considération en termes de sécurité de structure de la donnée. Et puis, la dernière partie, c'est Azure OpenAI, où on est sur des modèles à la facturation, à la consommation, où on a fait vraiment des développements spécifiques pour vos besoins par rapport à un cas d'usage métier très, très particulier, pour des besoins internes, pour des besoins clients. Donc là, il faut regarder au cas par cas qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport à vos enjeux et par rapport à vos priorités. Et donc, pour être complet sur Copilot, donc je vous ai dit qu'il y avait Copilot pour M365. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a tout un univers d'offres Copilot. On viendra vous revoir dans 6 mois ou 1 an pour vous en dire un peu plus. Notamment, il y a Copilot pour sécurité qui vient de sortir, qui là aussi apporte pas mal de perspectives et de promesses. Alors, juste en synthèse, parce que ces bonnes pratiques, elles ont éclusé tout au long de la conférence. Hein. Mais je pense que pour bien démarrer sur l'IA générative, déjà, il y a une notion d'acculturation. On entend de plus en plus parler de ce concept, hein, acculturer, donc les dirigeants, forcément. Il faut que les dirigeants soient dans ces réflexions-là. Il faut qu'il y ait cette lecture, cette visibilité au plus haut niveau de l'organisation, parce qu'on parle d'un changement très profond, très impactant sur l'entreprise. Et puis, bien sûr, il va falloir acculturer les collaborateurs, les former à bien compter, à avoir la bonne distance qui va bien par rapport à ces outils-là pour ne pas faire des copier-coller bêtes et méchants et générer des feignants 3.0, comme je le disais tout à l'heure. Se poser tout un tas de questions en termes d'éthique qu'on n'a pas adressé vraiment aujourd'hui, hein, mais est-ce que c'est conforme à ma politique RSE, par exemple comment je vais déployer des règles qui vont me permettre de contrôler un peu tout ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Les cas d'usage, hein, il va falloir regarder au niveau des métiers. Et là, ce n'est pas les responsables informatiques ou le dirigeant dans qui va pouvoir imaginer quels sont les cas d'usage qui vont être pertinents. C'est vraiment les collaborateurs de première ligne, comme on dit, qui vont, dans leur quotidien, imaginer, une fois qu'ils ont joué avec ces solutions-là, tout de suite, ça va leur soulever des idées d'application au quotidien dans leur poste de travail. Donc, c'est vraiment ce travail d'identification des cas d'usage qui va être extrêmement important. Donc, il y a quelques pistes quand même pour les identifier, ces cas d'usage. Et puis, dernier point, je pense que vous l'aurez bien compris, je n'ai pas arrêté d'en parler vraiment, pour que ces solutions-là soient un vrai bénéfice et un vrai retour sur investissement pour vos organisations. Il y a vraiment tout un parcours initiatique en termes d'hygiène, en termes de sécurité de la donnée, en termes de structuration de la donnée,
en termes de maturité de vos données. Hein. Donc, vraiment, ne négligez pas ça parce que vous n'y arriverez pas, vous louperez la marche et finalement, vous serez passé à côté de l'opportunité que vous apportent ces solutions-là. Adista, comment on peut vous accompagner sur cet univers, quel qu'il soit, finalement, soit on parle simplement de Copilot, il y a déjà des choses à faire. Copilot pour M365, il y a des choses à faire. Sur la partie développement, il y a des choses à faire. Donc, on va pouvoir vous accompagner vos dirigeants à avoir un peu cette réflexion. Pourquoi pas faire des conférences comme celle-ci, hein, dédiées pour vos codires. C'est des choses que je fais de temps en temps. Faire des démos. Enfin, vraiment, on s'adapte. On va créer les cas d'usage que l'on parlait aux dirigeants, etc. On fait vraiment des choses sur mesure. On peut former vos collaborateurs. On a des modules de formation qui sont disponibles dès à présent. On a un webinaire d'initiation à Copilot qui dure à peu près 2 heures et donc qui permet déjà aux collaborateurs une première approche sur qu'est-ce que je peux faire avec ça, comment ça fonctionne et quelles sont les bases pour bien prompter. On peut aller plus loin. On est en train de développer une deuxième offre qui permettra vraiment d'aller beaucoup plus loin sur la partie technique de prompt. Et puis, on peut vous accompagner, justement, vos métiers. On a toute une méthodologie pour vous accompagner à détecter les cas d'usage, à les tester, et puis derrière, on va faire une synthèse pour décider là où on va mettre des efforts, quelle technologie on va utiliser, est-ce que c'est de la licence, est-ce que c'est de l'Azure, etc., etc. On va pouvoir, bien entendu, vous accompagner sur toute la partie structuration, sécurisation et toute la partie gouvernance de vos données. Ça, c'est vraiment, de toute façon, même si vous ne déployez pas Copilot, il faut, de mon point de vue, hein, si vous voulez faire votre transformation numérique, il faut quand même s'intéresser à ces sujets-là. Et puis, dernier point, on a la capacité, avec nos équipes de dev, de pouvoir faire du développement sur mesure sur de la technologie aujourd'hui Azure. On ne s'intéresse pas de faire des choses un peu plus souveraines à l'avenir, mais aujourd'hui, les technologies sur lesquelles on travaille sont essentiellement Azure. Encore une fois, on peut déployer du souverain au sein d'Azure. Voilà, l'ensemble de notre proposition de valeur pour ces technologies d'intelligence artificielle. Donc, avec toute mon équipe, on est à votre disposition pour répondre à vos questions là en direct. Et puis ensuite, je ne sais pas si le traiteur est arrivé. Ouais, on a vu. Teams, si on regarde actuellement sur la prendre la parole, nous dire. Ouais, dernier point, peut-être, on est Calliope, hein, je voulais vous le dire, ce qui est toujours facilitateur pour passer à un certain nombre de prestations, soit de conduite du changement, soit de formation sur les objets, sur les budgets de formation. Voilà. Des questions à distance? Ouais. Est-ce qu'on aura la possibilité de récupérer quelques slides de votre présentation? Oui, vous aurez le PDF. Vous aurez le PDF de toutes les slides, en fait. Après, sans les cas d'usage, les démos derrière. Intéressant pendant la montée. Bon. Tout à fait. On va regarder le chat ou pas? On va regarder le chat. Le support de présentation est-il... Non. Et non, même pas. Alors, j'avoue que maintenant, j'utilise systématiquement, mais quand on a créé cette conférence, on n'avait pas accès là encore à Copilot pour M365. Est-il important d'importer les données de son GA4? Est-il possible d'importer des données de son GA4? Alors là, je ne sais pas répondre. C'est quoi GA4? Adrien, c'est ton GA4? GA4, ça te parle, quoi? Et donc, c'est possible d'importer. Éclaire le lanterne, s'il te plaît. Après, est-ce que c'est possible qu'on parle tout le temps? Ouais. Avec la partie Azure, oui. Avec la partie M365. Dans Azure, oui. Dans 365, pas sûr. Parce que nous, on a le micro, toi, t'es loin. Est-il possible d'utiliser l'IA pour corriger les documents existants? Ajouter des commentaires dans un document existant, par exemple? Oui. Oui, alors soit tu le fais avec Copilot, Amine, et derrière, tu réinjectes dans ton document, soit tu as Copilot pour M365 et tu pourras directement aller dans Word, modifier ton document et l'améliorer. Quid du droit à la propriété intellectuelle des documents et images créés par l'IA? J'aime bien. On l'a toujours celle-là. T'aimes bien répondre. On l'a toujours celle-là. Considérer l'IA comme un outil, c'est comme un pinceau amélioré. Donc,
c'est vous qui tenez le pinceau. Pour l'instant, la position, c'est ça. Et si jamais un jour, il y aurait quelques conflits de cet ordre, Microsoft s'engage à vous accompagner dans les conflits. Mais en gros, Microsoft assume. On dit non, ça c'est un pinceau amélioré, c'est l'image que vous créez, c'est la vôtre, il n'y a pas de propriété intellectuelle dessus. Si jamais un jour il y a un conflit, on est là pour vous épauler. Nous, notre position, c'est qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle sur ça. On a fait le tour des questions à distance. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est pas mal. Eh ben, on est bien. On va vous libérer, puis on va aller boire un coup. Oui, voilà. À la fin. Voilà. Merci Michel, pour